Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 13. On aime ça, le chiffre 13. Moi, je sors tous les épisodes, le 13 de chaque mois, ça fit. Puis pour l'épisode 13, il se passe des affaires. Tout d'abord, salut Alex. Allô, Christophe. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Moi, là, ça va tellement bien. Je suis allé voir un show métal il y a quelques jours. Là, présentement, on est le 4 avril, on enregistre ça le 4 avril. Le 1er avril, je suis allé voir Apes. Yes. On se rappelle l'épisode 10 avec Alexandre Boulet, qui est venu nous jaser de métal, de grindcore, de Rimouski, de ses œuvres. C'est lui qui fait ça, ces belles pochettes-là. On aime ça. On aime The Throne, tout ça. Il a fait des pochettes d'albums. Je me suis acheté un long sleeve, puis je capote. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un long sleeve. Ouais. Je suis vraiment content. Donc, on salue Alex Boulet, qui nous écoute peut-être. C'était vraiment cool, ce show-là. Donc, ça fait du bien. Les shows reprennent. C'est bon pour la santé, pour les oreilles. On met des bouchons parce que c'était fort au foufoune électrique. Mais l'épisode 13 de Metal Maniac, ça met en vedette. J'ai-tu un livre qui traîne de lui? Non, je pense que je les ai rangés. Patrick Sénécal. Patrick Sénécal, moi, je suis un fan fini. Je le lis depuis, je dirais, un bon 20 ans. Depuis Alice, 51-50 de la rue des Ormes, un de mes préférés, Le Vide. Il y a eu la série aussi, télé, anthologique, Patrick Sénécal présente, que j'ai bien aimé. Moi, j'ai fait le review pour Horreur Québec, puis ça a divisé les gens, mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Il y a eu une série audio sur Radio-Canada, l'application audio, ça s'appelle Echo. Ça, c'est absolument incroyable. Moi, j'en parle à tout le monde. C'est comme une série, c'est une série narrative. C'est un podcast audio, mais avec des sound effects, avec Céline Bonnier, Normand Lamour. Et non, ne pas confondre avec Normand D'Amour. Non, c'est Normand D'Amour. Normand D'Amour, ne pas confondre avec Normand Lamour, qui était la poignée de porte, c'est ça. Ouais. Donc, vraiment, vraiment très cool. Donc, romancier exceptionnel, un tripeux d'épouvante, mais aussi de métal. Hein. Ce que les gens savent peu, c'est que Patrick Sénécal est un métalleux. Puis moi, je trouve ça très cool, puis parce que il y a beaucoup de rapprochements à faire entre le métal et l'horreur. On le sait, on le fait depuis 13 épisodes déjà. Mm-hmm. Il y a beaucoup de métalleux qui sont fans de films d'horreur. L'inverse est vrai. Puis là, de trouver dans un roman jeunesse qui est écrit dans sa biographie à la toute fin, parce qu'il parlait à des jeunes qui avaient été dans un groupe de métal au cégep. Il était chanteur. Là, moi, j'ai capoté. J'ai fait, il faut absolument l'inviter sur le podcast. Puis, j'ai eu le bonheur... l'automne dernier, si je ne m'abuse, ou l'été dernier, en tout cas l'année passée, de l'avoir en entrevue sur la route de l'horreur, sur le podcast. Puis c'était tellement cool que j'ai pas pu m'empêcher de l'inviter pour continuer la conversation, mais pour aller dans le métal. Fait que là, on a parlé d'un paquet d'affaires. On a, en fait, j'étais tellement énervé qu'il a fallu qu'il me remette à l'ordre, qu'il me dise, hey, je pense qu'on est rendu pas mal à la fin de l'entrevue. Moi, j'ai quelque chose après. Je pense que l'heure est pas mal finie. Moi, j'étais parti, là, j'aurais parlé pendant 3 heures avec. Donc, une petite heure parfaite à jaser de son band qui s'appelait Bridge. Je vais le laisser expliquer pourquoi ça s'appelait Bridge. On a parlé de Metallica parce que lui, évidemment, quand il était ado, c'était les années 80, début 80, tout ça, il a connu le thrash, le Anthrax, tout ça. Il aimait des trucs plus variés aussi, comme des trucs comme Marillion, qui a mentionné à un moment donné, Rush. On a parlé de Nine Inch Nails. J'aime beaucoup demander aux invités elle est où l'intersection parfaite entre le métal et l'horreur? Puis on a parlé de Downward Spiral, que j'adore. Et on a parlé de Iron Maiden aussi, hein? Ben culte, un ben que je vais aller voir en octobre à Ottawa. J'ai bien hâte.
pour une énième fois. Mais Alex, t'aimes bien ça, Maiden aussi, hein? Oui, ben oui. Moi, Maiden, c'est un de mes bands métal préférés. Hey, mais juste avant ça, pendant que tu faisais ta présentation, j'ai eu un flash, mais ouais, vas-y. Patrick Sénécal, c'est 51-50 rue des Hommes, c'est pas la première fois qu'on s'est... c'était pas une des premières fois qu'on se rencontrait, nous autres, qu'on allait voir un screener, une présentation. Oui, exactement. Ben, en fait, on avait échangé sur Facebook un peu. Je pense que... Non, je n'avais pas encore commencé à écrire pour Sinistre Blogzine à l'époque, un site web que tu as parti il y a plusieurs années, qui est un peu le père spirituel d'Horreur Québec, si on veut. Ben Marc était là aussi, Beauclair, évidemment, et d'autres qui ont écrit sur Horreur Québec. Mais oui, effectivement, c'était une projection de 51-50 des Ormes à Laval, au Cosmodome. Non, c'est ça. Au Colossus. Au Colossus, il y avait une réception un party au Cosmodome. Ouais, c'est ça. Dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois, j'avais une paire de billets pour couvrir le truc, je pense, pour voir à l'époque. Puis je t'avais invité comme ça, out of the blue, une man date comme ça. Puis, avec Patrick Sénécal aussi, c'est un autre lien. Oui. Aujourd'hui. Exact. Très cool. Fait que je reviens à Maiden parce que dans l'entrevue, tu as nommé les autres groupes et il parle de Maiden. Puis un des albums qu'il a nommé, c'est The Number of the Beast. Ouais. Classique, d'entre les classiques. Et c'est quand même un drôle d'adon puisque cet album-là fêtait ses 40 ans, son 40e anniversaire il y a 2 semaines, je pense. L'album est sorti 22 mars ou en tout cas dans ce coin-là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un album qui célébrait son 40e anniversaire. Un disque quand même marquant pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que si vous allez lire, je pense que tout le monde connaît assez bien Maiden, puis j'apprendrai sûrement pas grand-chose à personne avec cette... En fait, tout le monde connaît au moins sûrement la tune Number of the Beast, juste en partant. Mais c'est ça, ce disque-là, pochette déjà... En fait, les pochettes ont tout le temps été cool. Là. En tout cas, les premières pochettes étaient très, très cool. Là. Derek Riggs, hein? Oui. Magnifique. Donc... Number of the Beast, qui est le 3e album de Maiden. Il y a eu 2 albums avant ça, Iron Maiden et Killers, qui font partie de la nouvelle vague, le New Wave of British Heavy Metal. Donc là, on parle souvent de Number of the Beast comme un album qui a révolutionné le métal et tout ça. Là, je pense qu'il faut en prendre puis en laisser parce qu'il y avait déjà d'autres bands avant eux qui étaient déjà en train qui avaient déjà révolutionné le métal puis qui allaient déjà même plus loin dans l'extrême. Là. Il y avait Venom. C'est sûr que c'était plus underground. Là, on parle du heavy metal qui est plus accessible ou commercial, si on veut. Plus mélodique. Plus mélodique, mais c'était quand même un album marquant. Pour une première raison, c'est l'arrivée de Bruce Dickinson, qui remplaçait le chanteur Paul Di'Anno, qui avait fait les 2 précédents albums. Et Bruce Dickinson est arrivé avec un style vocal complètement différent, plus opératique, beaucoup plus théâtral dans sa livraison. Ce qui a peut-être... je ne sais pas, à l'époque, c'est quoi la réception? Je ne sais pas comment les fans ont réagi avec ce changement-là. C'était très différent quand même. Di'Anno, c'était un peu plus punk quisement, tu sais. Ben oui, en fait, même, c'était beaucoup plus punk. Puis même la musique, même la première pochette avait quelque chose de très cyberpunk, très, en tout cas dans cette optique-là. Puis je pense que même les producteurs puis le label voulaient que Maiden se dirige vers le punk, alors qu'eux autres, ils ont refusé parce que c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Mais on l'entend un petit peu qu'il y a comme une espèce de... C'est un entre-deux. Là, on est vraiment dans du métal, du heavy metal et mélodique. Épique. Épique, oui, parce qu'en fait, ce que Dickinson a apporté au niveau vocal a fait en sorte que le band a dû s'adapter puis revoir un peu sa façon de faire la musique par rapport à ça. Ils ont décidé d'adapter un peu leur façon de composer la musique pour s'ajuster à la voix de Dickinson. Et ça donne cet album-là qui contient vraiment plein de tunes vraiment épiques. Des tunes qui jouent encore aujourd'hui souvent. Invaders, Children of the Damned, 22 Acacia Avenue.
Run to the Hills, qui est vraiment un succès qui joue encore aujourd'hui. Et c'est le début aussi c'est la marque de commerce, cette chanson-là, de la bass galopante. C'est la première fois qu'on entend le qu'on va réentendre plein de fois après dans Maiden. Mais avant ça, il n'y en avait pas eu. Il y avait une présence de la basse importante parce qu'on sait que le bassiste Steve Harris est un peu le cerveau au niveau de la composition. Puis c'était son projet. Puis c'est lui qui a développé toute cette idée-là. Puis bon. Oui, puis il était en avant aussi, hein, il y a vraiment une présence. Là. Il s'est donné il s'est accordé pas mal d'importance, mais c'est sûr que Dickinson, quand il arrive sur scène, sa présence, c'est un peu l'équivalent de Dio au niveau. Je dirais que c'est à peu près dans le même range, dans la même énergie, et puis le même niveau aussi, parce qu'il y a quand même sa livraison n'est pas exactement la même, mais il y a ce côté. Cette façon de chanter puis de raconter une histoire quand il chante, puis une présence qui est vraiment importante. Puis ça, on le voit, on le remarque beaucoup dans la dernière pièce de l'album, Hallowed Be Thy Name. Si vous connaissez pas la chanson, je vous invite à aller voir, faites sur YouTube, allez chercher Hallowed Be Thy Name, puis marquez l'année les premiers shows en 82-83. Il y a des performances là, qui sont vraiment marquantes. On voit la solidité de Dickinson live, tu sais, qui je veux dire, on aurait pu prendre ses takes live puis les mettre sur un album. Là. Oui, c'est ça. Il faut pas ce gars-là. C'était le gars le plus solide. D'ailleurs, le band live n'est pas aussi puissant, aussi solide que Dickinson dans moi, en tout cas, dans ce que j'ai observé quand j'ai vu ces performances-là. C'était déjà un band quand même solide. Il était bon, il était tête, mais lui est vraiment il a amené ça. Il a donné ça. Puis ça, bon, puis c'est le début, bon, de cette. En fait, The Number of the Beast donne le coup d'envoi à tout ce qui va suivre, qui vont être encore des albums encore plus exceptionnels d'un album à l'autre. Là, on pense à Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, Seven Son of a Seven Son. C'est tout ces 4 albums-là qui vont suivre sont vraiment des disques exceptionnels. Ben oui, c'est la belle époque, là. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun qu'ils parlent de ça parce que je pense qu'on n'avait même pas parlé tant que ça, nous. Maiden, pas tant. Soit, je pense que Jeff Rivard, il n'avait pas un petit peu de Maiden. C'est revenu à gauche, à droite, mais on n'en a pas parlé à Atlanta, comme on dit. Mais c'est Maiden, ça. C'est tellement, en plus, quand on parle d'Eddie et les pochettes, là, tu sais, là, l'horreur est là, tu sais, c'est des pochettes que les parents ne voulaient pas voir. Exactement. Les parents avaient peur. Oui, puis, tu sais, si on voit, mettons, le premier album, puis Killers, tu sais, ça joue un peu avec bon, c'est sûr que le visage de leur mascotte, là, Eddie, voyons, j'ai pas son nom de famille, là. Eddie. C'est Eddie. C'est juste, en tout cas. Non, parce que il y a Rattlesnake, là, ça, c'est chose. Non, mais ça, c'est Vic. Non, c'est Vic Cradlehead. Rattlehead. Oui, de Megadeth. Megadeth, oui. Vic Rattlehead, oui. Mais je pense qu'Eddie, c'était juste Eddie. C'est juste Eddie, hein, je pense. Ça, bon, ça doit être. on se fera remettre à l'ordre si on a dit n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, Eddie, en tout cas. Mais là aussi, on joue vraiment avec. Là, sur The Number of the Beast, on joue clairement avec justement le côté démoniaque. On joue avec le côté qui va toucher à une certaine sensibilité par rapport à la religion, du christianisme, tout ça, mais c'est vrai que ça marque les esprits. Eddie the Head. Eddie the Head. Ouais, c'est pas, c'est ça que personne ne l'appelle de même. C'est juste Eddie. C'est ça que je cherchais. Il y a un autre nom, mais non. OK. Ouais, fait que c'est ça. Là, ça vient vraiment plus marquer, je trouve, l'imaginaire puis les esprits, puis évidemment la chanson The Number of the Beast. Avec l'intro très théâtrale, puis c'est sûr que c'était quand même marquant dans cet univers-là. C'était pas les premiers à le faire, mais l'imagerie, tout ça venait ajouter quelque chose d'un peu plus, je sais pas. Puis c'est amusant aussi, c'est le fun. Ils jouent, on sait qu'ils se prennent pas au sérieux. Non, exact. C'est ça. Puis ils se prennent un
une petite affaire plus au sérieux, ben, tu sais, leurs thématiques, ils sont bien attachés, tout ça, puis tu sais, on veut y croire, c'est une pièce de théâtre. C'est beaucoup plus que les rigolos là, de chez Motley Crue avec Shout at the Devil. Shout at the Devil, ouais. Ils mettent des pentagrammes un peu partout, puis tu sais, là, c'est comme, OK, oui, mais Maiden, c'est Maiden. Ils ont un Eddie de 20 pieds en arrière du stage. Là, là, on est là, on est en enfer avec eux autres. Là, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Puis, petite parenthèse aussi, là, la légende raconte que Bruce Dickinson a enregistré ses parties de voix dans une cuisine complètement délabrée. Fait que là, je ne sais pas si c'est une espèce de mythe qu'ils ont voulu créer autour de ça. Moi, ça m'étonne un petit peu. C'est possible que ça a été enregistré comme ça, là, mais les gars avaient quand même, c'est leur 3e disque. Là, il était pas. Il y avait un budget, il y avait un studio, il y avait un label. C'est à prendre ou à laisser, mais si vous regardez un petit peu l'historique de l'album puis ce qui ressort de ce 40e anniversaire-là, il y a toutes sortes tout a déjà été écrit et dit sur Maiden. Là, je veux dire, il y a tellement de contenu, fait que c'est sûr que. Mais c'était quand même le fun de souligner cet album-là. Ben oui, tellement. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, le show de Ottawa, tu sais, c'est encore, ils font des tournées, là, une fois sur deux, ils font une tournée de l'album qui vient de sortir, puis la tournée d'après, c'est une tournée Legacy of the Beast. Puis, ils reprennent tous les succès, là, tu sais, tu les as mentionnés, Hello by the Name, tu sais, Run to the Hill, tu sais, puis, évidemment, la tune titre, ça va jouer, là, puis ça va chanter, puis les shows de Maiden, tout le monde chante. Ben oui, mais il y a des hymnes, là, puis il y a toujours des mélodies que tu peux reprendre doublé avec la guitare, parce que Dickinson faisait ça aussi, là. Des fois doubler la mélodie juste en faisant des ah oh, je sais pas quoi, mais en suivant tout le temps la mélodie de guitare. Fait que c'est vrai que c'est entraînant puis que c'est parfait pour un spectacle où les fans vont pouvoir aussi entonner là, les mélodies qu'ils aiment beaucoup dans ces shows-là. Bref, c'est un bon point de supposons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui suit puis qui n'a jamais trippé Maiden ou qui n'a jamais entendu ce qui m'étonnerait grandement, ou qui a envie de peut-être l'apprécier parce qu'il n'a jamais embarqué, ben, je pense que ça, c'est un bon point de départ. Ce serait pas mal un bon point de départ pour la suite des choses. Je suis bien d'accord. Puis, tu sais, je t'en parlais tantôt avant qu'on paye sur Record. Maiden, ça peut rebuter des gens de par la voix qui est assez au perché, puis qui fait beaucoup de pirouettes. Là. C'est vraiment une voix qui hyper active, un peu comme Bruce Dickinson sur la scène aussi, hein, qui court partout. Mais dans la vie aussi, je pense. Oui, hein, il pilote des avions. Il était justement à Montréal il n'y a pas longtemps pour faire une espèce de tournée de conférence où il raconte un peu sa vie. Mais la voix, moi, tu sais, honnêtement, puis je te le disais, ça m'a pris un certain temps avant de m'y faire, puis d'accepter, puis d'aimer ça, tu sais, parce que j'étais un peu plus dans un vocal qui était plus harsh, tu sais, le death, le trash, ces trucs-là, c'est ça qui me parlait, moi, quand j'étais jeune, puis pendant longtemps. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, Maiden, c'est pas si loin que ça de Anthrax ou de Death Angel. Tu sais, quand tu écoutes ça pour ce que c'est, dans le fond, c'est un peu la prolongation de ça, parce que Maiden, ils ont inspiré toutes ces bandes-là. Ils étaient là un peu avant, puis ils ont été des modèles. Puis tu sais, quand je faisais la review du dernier album de Ghost, j'ai vu beaucoup de Maiden, notamment dans la dernière chanson, là, il y a comme un moment où ça chante, puis tu sais qu'en show, là, les gens vont chanter, là, puis là, je voyais, c'est clair que Tobias Forge, là, il a fait, moi, là, je veux faire quelque chose comme Maiden, là, il fait déjà des gros stage shows, de grands déploiements à la Maiden, puis au niveau des mélodies, on est là parfois, puis tant mieux, pour vrai, Maiden, il continue à faire ça, mais ça va pas durer encore 40 ans, là, ça prend de la relève. Oui, absolument. Oui, puis de toute façon, moi, je trouve que là, depuis quelques albums, là, Maiden
je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré ou qui ont apprécié le dernier album. Ça divise. Mais moi, je trouve que les gars, ils n'ont plus rien à dire, ils n'ont plus grand-chose à dire, en fait, là, puis ils tirent la sauce. Là, puis c'est pas grave, tu sais. Puis s'il y a des gens qui apprécient, ben c'est tant mieux. Ah, sinon, oui, absolument. On a tous les vieux albums. Moi, comme je disais tantôt, bien content d'avoir une tournée Legacy of the Beast. Ça va être un best-of, puis ça va être génial. Fait que, yes, Maiden. Long Live Maiden. Ils chantent encore. Ouais. Oui, puis tant qu'ils peuvent vivre de leur musique, puis qu'ils trippent à faire des shows, puis que les fans peuvent en profiter, c'est tant mieux pour tout le monde. C'est dans les plus beaux, puis dans les plus gros shows que j'ai vus dans ma vie, là, c'est Maiden qui les donne. C'est tout le temps le fun. Tu te fais pas chier. Tu veux voir un gros show. Puis ça fait 2 ans qu'on voit quasiment pas de show. Là, fait que, à Ottawa, il reste sûrement des billets. Regardez ça. Ouais. Puis, avant de terminer, j'aurais 2 suggestions rapides. Suggestions, si oui. Tu me permets. Avec plaisir. Première affaire, il y a Carpenter Brut qui a sorti un nouvel album, Letter Terror, qui est un peu la suite de Letter. J'ai un blanc. J'ai des problèmes de mémoire ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu la COVID, là, mais... ça arrive. C'est la vieillesse, ça? Oui, c'est ça. En tout cas, donc, c'est un peu la suite logique de l'autre album. Mais, puis ils viennent en show, je pense, aussi. Hein? Je pense qu'il y a un spectacle qui est prévu. À l'automne, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, pour moi, l'album ne le fait pas. C'est une déception. Ouais, il y a beaucoup de features. Il y a, parce que l'album d'avant, je pense que tu avais aimé ça. Hein? J'avais adoré. C'était vraiment, pour moi, c'était un de ses meilleurs. Mais celui-là, en fait, il y a beaucoup de features moins intéressants, des chanteurs, chanteuses invités. Ben, par contre, il y a une toune avec le chanteur de Dillinger Escape Plan, Greg Puciato. Ouais. Chante bien. Qui chante bien. Mais la toune, on dirait que musicalement, là, la première moitié de l'album est très peu intéressante. C'est plus élevé, par contre. Beaucoup plus, la première moitié est plus élevée, puis après ça, il retombe dans ce qu'on connaissait. Puis c'est là que, selon moi, c'est plus intéressant. Mais si vous voulez écouter de cet album-là, moi, je vous suggère 2 tunes qui se suivent, qui s'enchaînent. C'est comme ça fait partie d'un tout. C'est Day Stalker puis Night Prowler. Qui s'écoute back-à-back. Là, on est vraiment dans quelque chose très univers, film d'horreur, tout ça. Je vais la mettre sur la playlist. C'est vraiment intéressant, cette partie-là. Mm-hmm. Sinon, une petite mention aussi, une suggestion pour le dernier Meshuggah, Immutable. J'ai pas encore écouté. Qui est sorti aussi il y a quelques jours. Oui. Tantôt on parlait de prog, là, tu sais, Rush, Marillion, tout ça. Et on a parlé de thrash. Meshuggah a commencé en faisant une espèce de thrash qui se dirigeait vers le progressif. Puis après ça, le prog qu'on appelle maintenant le gent ou le mathematical metal. Là. On poursuivit là-dedans. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. À ce point-là. Oui. Et je trouve que Immutable, c'est un disque que je vous conseille. On est moins dans la rapidité, dans l'agressivité. C'est l'album de la maturité. En fait, les gars, ils ont leur formule. On les reconnaît tout de suite quand le riff de guitare part. On le sait tout de suite que c'est eux, la voix, on sait tout de suite. Mais il y a plein de petits détails, de petites mélodies, de petits passages de notes soutenues de guitare qui viennent ajouter quelque chose. Puis la production est vraiment impeccable. C'est surtout ça qui m'a accroché là, au niveau du son. C'est vraiment cool. Fait que pour ceux qui veulent aller dans quelque chose d'un petit peu plus extrême, je pense que j'ai besoin de ça. L'atmosphère, il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est toujours très dark. Il y a quelque chose qui se rapproche de je sais pas, de l'étrange, quelque chose de sombre. Le malsain, hein, tu sais, moi, là, Meshuggah, c'est un des groupes où ça m'a pris un certain temps avant d'être capable d'embarquer. Parce que moi, je trouvais que ça, tu sais, j'étais vraiment intéressé, ça m'intriguait, je trouvais que la démarche, mais ça allait trop vite. On dirait que le train en marche, là, j'étais pas capable d'embarquer dedans. Puis à un moment donné, j'ai couru assez vite, puis j'ai réussi. Puis quand j'ai embarqué, j'ai compris que il faut juste essayer de comprendre le beat différemment. Puis les espèces de riffs circulaires, le côté oppressif de ces mélodies-là, les solos malaisants, étranges de anti-Slayer, là, tu sais, là, complètement
de l'intensité, là, tu sais, puis ça t'écrase, là, comme un rouleau compresseur. L'album Obscene, là, moi, c'est cet album-là qui a fait OK, c'est ça que c'est. Enfin, je comprends. Ça a pris beaucoup d'albums, là, mais j'ai eu ce déclic-là, puis là, je suis prêt là, pour prendre le nouvel album qui vient de sortir. Là. Un peu long, un petit peu longuet, mais Okay. mais il y a vraiment des tunes qui sont vraiment excellentes. Fait que ça vous intéresse, allez voir. Parfait. Mais je vais aller écouter ça, moi, en faisant la playlist puis en mettant plein de bonnes suggestions. Je vais mettre ça en faisant la vaisselle. Ben, tu sais, en passant à l'aspirateur avec des bons écouteurs noise cancelling, ça peut le faire aussi. Hein? Oh oui. Hein? Ça marche très bien. Puis là, tu le passes, l'aspirateur. Oh oui, comme il faut. Là, tu sais, là, il ne restera pas de poussière. Fait que merci, Alex, pour tes belles suggestions et d'avoir un peu livré un peu de ton amour pour Iron Maiden. Hein, certain. Un excellent band. Puis, c'est toujours un plaisir de jaser, mon cher. Puis, faut voir plaisir partagé. Faut se voir. Il faut aller voir un show bientôt ensemble. Il faut qu'on... Ouais. On arrête de juste de se voir à travers un écran. Fait que, tout le monde, nos spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, on vous laisse avec mon entrevue avec Patrick Sénécal. Bon, écoute, désolé et merci d'avoir accepté... changer la date. Mais non, mais c'est tant mieux parce que moi, je pensais le 1er avril que tu allais me passer un sapin. Là, c'était le poisson d'avril. Il allait pas venir. C'est proche quand même. Très cool. Les affiches en arrière, voilà. C'est-tu des affiches polonaises? Oui, exactement. C'est l'original de... Juste derrière ici, c'est Rosemary's Baby. Magnifique. Puis l'autre à côté, c'est peut-être une fois en Amérique. Ah ouais, hein? Ouais, les Polonais, ils réinventaient les affiches. C'est ça, c'est super intéressant. Puis il y a une place, ils viennent tous les deux d'un magasin à New York que Pods m'a fait découvrir. Puis quand on plein comme ça, là, plein d'affiches de même. Ah ouais. J'avais plus d'adresse, mais si j'y retourne, c'est sûr que je vais aller faire un tour. Parce que bon, les affiches originales, on les a vues en mars. Ils ont orné les pochettes de DVD, de Blu-ray, tout ça. Puis quand on tombe sur des affiches comme ça qui sont carrément différentes, puis tu sais, c'est très surréaliste, très... non, je trouve que ça montre aussi que le pays est intéressé par l'art. Tu sais, les autres, ils disent les affiches qui rentrent dans notre pays, on veut qu'il y ait la marque de nos artistes de chez nous. Je trouve ça bien... Je trouve ça plutôt sympathique comme idée. Ouais. Ben, content. Merci d'avoir accepté de jaser de métal et d'horreur. Hein. L'horreur, ça, c'est facile. Ouais. Hein. On le sait que t'aimes ça. T'as donné beaucoup d'entrevues là-dessus. Mais moi, quand je suis tombé sur ce petit livre-là, hein, 7 comme 7 heures, puis il y a un endroit à la fin où tu mentionnes que tu t'es lié d'amitié avec des rockers et tu as formé un groupe de heavy metal. Je dis, bon, ben c'est réglé. On va inviter Patrick sur mon podcast où... on de ça. Ben c'est ça. Moi, j'ai réalisé il y a quelques années que il y a eu beaucoup de similitudes entre les deux sous-genres marginaux de musique et de cinéma qui sont le métal et l'horreur. Puis ben, ils se nourrissent l'un l'autre. Puis j'aime beaucoup ça faire des liens. Puis, en fait, au début, c'était vraiment lié à une entrevue que j'ai faite avec Phil Anselmo, anciennement chanteur de Pantera. Il avait parti à un festival de films, puis l'entrevue était à propos de ça. Puis, je me suis rendu compte qu'en jasant de sujets qui sont un peu externes à certains artistes, mettons, qui sont connus comme étant des musiciens, jaser de films d'horreur, ben, ça me donnait un middle ground super le fun. D'être fan les deux de quelque chose de ouais, en tout cas, dans mon cas, il y a des liens clairs là, qui... on va en parler entre le métal puis quand j'ai commencé à écrire. C'est sûr qu'il y a des liens assez clairs. C'est ça, tu sais, puis si on parle juste un des premiers bands qui a été qualifié de métal, Black Sabbath, le nom directement provenait d'un film de Mario Bava. Donc, si on veut comme avoir la conjonction, là, c'est comme parfait. Là. Donc, c'est ça, les gens ne savent peut-être pas que tu es un fan de métal. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis demandé,
Ça a commencé comment, le métal, pour toi? C'est quoi le premier band qui t'a accroché? Oui, on a commencé. On a commencé? Wow. On a commencé? Oui, oui. Hein? Ouais. On a commencé? Ouais. OK. Ben, c'est ça. Moi, je commence ça parce que je veux pas que... Tu sais, quand je fais une entrevue, c'est une conversation. Fait qu'on commence la conversation. Moi, ça me plaît. Ça va de même, pas de problème. Parfait. Écoute, comment ça a commencé dans mon cas, le métal? C'est ça la question? Ouais. Moi, ça... Je me rappelle pas mal exactement, avec une précision assez précise, finalement, de comment ça a commencé. C'est au secondaire. J'ai commencé à me tenir avec des gars. Moi, j'étais pas... Il y a beaucoup de métalleux souvent, c'était des gens qui n'étaient pas des in, qui n'étaient pas dans la gang des in, qui n'étaient pas dans, souvent même, pas nécessairement rejet, mais pas d'un in, pas d'un cool. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas d'un cool, mais les cools ne m'haïssaient pas parce que j'étais drôle, je faisais des blagues, mais je n'étais pas ami avec les cools. Pas en secondaire 3, je me rappelle là, secondaire 3. Okay. Je suis devenu un peu plus en vieillissant parce qu'à un moment donné, j'allais un peu partout, mais mes vrais amis, c'était pas les cools. C'était du monde comme moi qui n'était pas d'un cool, qui était un peu out. Puis je me suis mis à me tenir avec eux autres, manger avec eux autres. Puis il y en a une couple là-dedans, Pascal Sauvageau, Paul Lemay, Denis Castonguay, Pierre Coutu, Christian Auger. Il y en a un là-dedans que je vois encore deux fois par année. Cool. Ça, c'était 82-3, genre? Écoute, secondaire 3, je suis rentré au secondaire en 79, 80, 81, 82. OK. Et les autres, ils parlaient de leur musique. Je disais, je connais pas ça. Moi, j'écoutais de la musique pop ou je jouais en radio. Puis là, ils m'ont dit, il faut que tu écoutes ça. Puis là, ils m'ont parlé d'Iron Maiden. OK. Ah ouais. Puis, et c'était The Number of the Beast. C'était... ça commençait à faire. De sortir à ce moment-là. Ça ne devait pas faire longtemps, justement. Là. Mm-hmm. Fait que moi qui veux découvrir ça, je me rappelle, je suis allé l'acheter. Je suis allé acheter, en fait, je me demande si je ne l'ai pas acheté en cassette ou en disque, ça, je ne me rappelle plus. Okay. Parce qu'il y a une mode des cassettes, là, qui est souvent la pire mode au monde, là, en tout cas. Et, non, parce que c'est horrible le son de ça, là. C'est pas plus mauvais son que ça, là. Mais tu pouvais te promener avec ton Walkman. Ça, c'était l'avantage premier. Oh, oui, exactement. Fait que je me vois tout ça, puis je me rappelle d'avoir écouté ça, puis je me rappelle que, comment je te dirais bien ça? Les premières Invader, je me rappelle, la première toute c'est Invaders, après ça c'est Children of the Dam, après ça il y a Run to the Hill, je pense que, je ne sais pas si ça fait dans l'ordre, mais je pense que oui. Mm-hmm. Puis je me rappelle qu'au début, c'était pas gagné. J'étais là, mon Dieu, que c'est. La voix? C'était contre-intuitif pour moi. Ouais. J'avais jamais entendu ça de la musique de même. Fait que j'étais là, mon Dieu, c'est bien. C'est bien rapide, puis c'est bien... c'est épique. C'est pas ça nécessairement très mélodieux, mais ça n'a pas été long que je me suis mis à écouter ça. Et là, la question est la suivante. Est-ce que je me suis mis à écouter ça pour être dans la gang? Mm-hmm. Puis, ce que je veux dire, c'est que j'ai-tu aimé ça malgré moi? Ou si c'était en moi, puis j'aurais aimé ça anyways? Ouais. Et je pense que la réponse est la deuxième. Je pense juste que... Parce que maintenant... Parce qu'en vieillissant, il y a trop d'affaires que je me suis rendu compte que j'aimais là-dedans, que j'aimais le côté brutal, j'aimais le côté aussi pas conventionnel de ça. Bon, après ça, il y a eu, évidemment qu'après ça, il y a eu plein de groupes des années 80 de hair metal qui sont devenus extrêmement conventionnels entre eux, bien sûr. Ouais. Mais j'aimais le côté qu'on se fout de la radio, on se fout de tout ça, puis on est des bad boys, on est des schnappants. Et quand je me suis mis à me rendre compte que... Là, j'avais commencé à écrire des histoires d'horreur à ce moment-là. Okay. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait une thématique, tu sais, le Number of the Beast, puis là, j'ai découvert Black Sabbath, puis j'ai découvert Metallica. Metallica, il n'était pas trop dans le... Non, c'est ça. T'es pas dans l'horreur. Mais bon, j'avais quand même... Quoique, Call of Cthulhu, il y a eu certaines... Call of Cthulhu, puis Creeping Death, puis bon, il y en avait une couple comme ça. Il versait moins là-dedans. Et là, j'ai encore plus accroché parce que là, en plus, les thématiques rejoignaient mon imaginaire. Ben oui. Là, les pochettes d'albums, hein, Comment? Les pochettes d'albums, tu sais, quand tu parles de Iron Maiden, c'est incroyable. Ça aussi. Les pochettes, sont très célèbres, les pochettes de Iron Maiden. Comment il s'appelait? Le Derek? Riggs, je pense. Quelque chose, je pense que c'est ça, qui faisait toutes les pochettes. Puis moi, je m'amusais à trouver des liens entre les pochettes. Eddie, la mascotte, évoluait, tu sais, ramenait à une lobotomie, puis là, elle revient, puis elle ramenait à se voir dans le futur, puis bon, c'était super intéressant. C'est très narratif. Cet imaginaire-là me plaisait beaucoup.
Mais j'étais à un âge où je pensais que les gars se prenaient bien au sérieux. C'est ça, j'aimais ça. Puis en vieillissant, je me suis rendu compte que, non, ils se prennent pas au sérieux tant que ça. Il y a des théâtre, tu sais. Oui, c'est ça, avec le traité Alice Cooper et compagnie. Tu sais, Black Sabbath, je me rappelle avoir eu une entrevue avec Ozzy ou avec comment il s'appelle, Tony Iommi, Iommi, ouais. Qui disait, je peux pas croire qu'il y a du monde, que des parents qui pensent qu'on fait la promotion des messes noires pour vrai, puis que tu sais, voyons donc ça. Mais moi, j'étais de l'époque, justement, où les parents s'inquiétaient de ça. Oui, début des années 80, c'était ça, exactement. Absolument. Puis moi, mes parents, ils m'ont jamais interdit d'écouter du métal. Mais tu sais, ils trouvaient ça spécial un peu. Puis évidemment, plus qu'on trouvait que le monde trouvait ça terrible, plus qu'on avait le goût d'en écouter, pas par esprit d'opposition. Et là, je me suis mis à écouter ça en écrivant. Okay. Je me suis mis à écouter ça en écrivant, puis ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui encore, j'écoute moins de métal qu'avant, mais des fois, je découvre des groupes là, très hard, très sombres, très pesants, très, très crottés, là, qui sonnent. Tu sais, je peux encore aimer ça. Je découvre des choses des fois que je fais. Comme exemple. C'est comme. Dans on le black metal. C'est ça. Ben, pareil, moi, j'ai la blague avec les noms, mais j'ai ici dans mes. Je savais qu'on en parlerait, fait que je suis allé dans mon. Un groupe comme Big Brave, connais-tu ça? Le nom, mais je suis pas sûr d'en avoir entendu. C'est très lent, c'est juste des accords plaqués, là. Avec le drum, il n'y a pas de beat, ça. C'est tan, 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 pam, 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 pam. Puis là, il y a une fille qui chante assez aiguë là-dessus, mais qui déclame. Il y a une espèce de désespoir dans cette musique-là. Que je trouve bien intéressant. Il y a un gars aussi qui fait du rap un peu élevé qui s'appelle Anguish. Le rap, en même temps, c'est pesant et c'est pas gentil. Là, je me rends compte que j'aime la musique pas gentille. J'ai ça quand j'écoute ça, puis que c'est pas fin. Là. On veut pas être fin. Là. Un groupe comme The Arm aussi, A-R-M-E-D. Ah, OK. Ça aussi, c'est sûr. C'est tellement dans le tapis que ça. Tu sais, quand ils enregistrent, là, ils mettent les meters trop. C'est saturé, là. Ah ouais. C'est saturé, là. C'est méga saturé. Je pense pas que je peux écouter. J'ai écouté un disque au complet l'autre fois que j'ai fait après. OK, ça suffit, là, ça va faire. C'est quand même intense. C'est demandant parfois. Ça dépend du mood que tu recherches aussi. Tu sais, c'est des trucs comme ça. C'est pas le matin avec ton café. Là, non. Il y a quelque chose de plus pop, mais populaire dans le sens qu'il pogne bien gros, mais que c'est quand même du bon rock brutal. C'est Idol, le groupe Idol. Oui. Je dirais peut-être qu'ils sont un peu plus proches du punk, mais ça brasse. Ça brasse pas mal. Les Anglais, là. Ah ouais, j'aime ça. Ils sont en hostie, les gars, quand ils font. Le chanteur, il est en hostie, là. Puis je suis allé voir des shows qu'ils font sur YouTube, puis ça se donne en tabarnouche, là. Oui, j'ai pas eu la chance de voir. Ils sont engagés socialement aussi, tu sais. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, un groupe métal dont la thématique serait l'horreur, tout ça. Pas l'horreur, mais l'horreur, ça peut être intéressant, mais le diable, puis je suis possédé, tu sais. Je pense qu'aujourd'hui, ça me ferait sourire. Je pense que ça me ferait rire. Je pense mais je réécoute encore des groupes métal des années 80. Il y en a beaucoup que je ne peux plus écouter, que je trouve beaucoup de groupes de hair metal là, que aujourd'hui. Tu sais, Motley Crue, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule. Et Warren, toute cette vague-là, tu sais, c'était... comment ça se fait, ce qui a survécu de ça, c'est Iron Maiden, mais c'était pas la même affaire non plus, tu sais. Metallica, le vieux Metallica, je trouve ça encore bon. Fait que, il y a Black Sabbath, c'est encore super bon. Mais c'est ça, puis je me rends compte que même aujourd'hui, des fois, quand j'écoute certains passages de mes romans, quand j'écoute, je mets mon playlist... J'appelle pas ça métal, là, j'appelle ça musique, j'appelle ça métal, heavy, punk. Parce que la musique là, qui l'adrénaline, là, elle tourne tabarnouche. Là. Certaines scènes de mes romans, quand j'écoute ça spin. Ça marche. Ah, mais je trouve ça vraiment cool. En plus que tu restes à jour, tu t'intéresses, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vieillissent, puis moi aussi, je me rends compte de ça, puis on a 10 ans de différence, mais je le vois que on a tendance à aller tout le temps revisiter la musique de notre adolescence. Ça, c'est normal. Mais, il y a une étude qui a été faite là-dessus, qui dit qu'à partir de 35 ans, on a le réflexe de moins découvrir de nouvelles musiques. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne veux pas ça. Fait que je me tiens un jour, puis pas juste du métal, là, de plein de musique. Là. Aujourd'hui, la différence, quand j'étais adolescent, j'étais métalleux. Maintenant, j'aime pas mal tous les genres de musique. Bon, la musique dance un peu moins, mais même là, des fois, il y a des tunes étonnantes. Fait que je veux me tenir éveillé à toutes les musiques, puis j'ai 54 ans, puis je veux encore
me faire découvrir. Ben oui, c'est ça, il faut découvrir des choses, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, comme tu dis, puis j'ai vu beaucoup de ces comportements-là de métalleux. Tu sais, je pense que le métal, ça ouvre l'esprit, dans le sens que, tu sais, c'est tellement riche le métal, tellement de sous-genres de métal que ça peut aller autant dans le métal super technique, tu sais, limite symphonique parfois, des trucs super noisy, des trucs vraiment mélodiques, puis je réalise qu'il y a beaucoup de métalleux. Bon, il y en a qui restent dans leur niche, puis qui vont écouter juste du black metal, puis ça va être que ça. Mais il y en a beaucoup qui viennent à s'intéresser à plein de choses, tu sais, de très, très, très différents. Moi, j'en suis, tu sais, j'écoute autant Chili Gonzalez solo piano que du gros grindcore de Pig Destroyer vraiment violent, puis ça dépend juste du moment. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est parce qu'aussi, il y a tellement de fusion maintenant en musique. Tu sais, les groupes eux-mêmes s'ouvrent à tellement d'autres sons qui peuvent... Tu sais, maintenant, tu peux entendre des groupes, justement, que oui, la base, il y a du métal, mais il peut y avoir quasiment des bouts symphoniques là-dedans. Il peut quasiment avoir des groupes d'électro. Il y a des groupes rap, là, que c'est aussi trash que bien des groupes de métal. Fait que toutes ces fusions-là peuvent être intéressantes. Là, peuvent être vraiment... tu sais, je pense que l'époque est passée que s'il y a du synthé ou s'il y a de l'électronique, c'est plus du métal, tu sais. Il faut juste qu'il y ait deux guitares, une basse et un drum, puis il faut surtout qu'il y ait deux bass drums, sinon, hey, c'est pas du vrai métal. Tu sais, je pense que cette époque-là... De puriste, là. Ça pue sa raison d'être, personnellement, en tout cas. Ben non, c'est ça. Puis on a vu plein de vagues. On a vu la fin des années 90. Je sais pas si tu te rappelles, le new metal, tu sais, Korn, tous ces groupes-là arrivaient. Korn, ça, j'ai été fan. Ouais. Ça, j'ai été fan solide. Bon, quand tu lis leurs paroles, c'est pas très édifiant, mais... Oui, il y a des conneries quand même. Je pense pas qu'ils sont très intelligents, ces gars-là. Honnêtement, je pense pas que c'est des gars très intelligents. Mais... c'est viscéral quand même. T'sais. Mais leur musique, c'était quelque chose. C'était la bass, le son de la bass, c'était hallucinant. Puis Jonathan Davis, je pense qu'il s'appelait le chanteur, qui avait un range vocal très, très, très intéressant. Ouais, ça, j'ai été bien fan de Korn. Tout à fait. Le new metal, avec en même temps que des groupes comme... Rage Against the Machine, qui est un mélange de rap et de métal. Bon, il y en a qui disent que c'est rendu ringard, ce type de musique-là. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des groupes là-dedans qui ont super bien vieilli, là, qui ça marche encore au bout. Là. Puis c'est drôle, c'est surprenant parce que tu sais, des bands comme Limp Bizkit, qui était devenu une risée un peu à un moment donné, là, ils refont des shows encore. Il y a de l'ANA Heavy Montréal il y a quelques années, puis les gens sont contents parce qu'il y a une nostalgie aussi des années 90 qui revient. Hein, c'est cyclique. Mais tu sais, si on recule là, à ton groupe de métal, toi, tu chantais. T'avais-tu les cheveux longs? Oui, j'ai eu les cheveux assez longs. J'ai eu les cheveux. Mais tu vois, mes cheveux les plus longs, ça n'a pas été quand j'étais dans ce groupe-là. C'est des années après. Je pense que c'est entre 25 et 35 ans que j'ai eu les cheveux les plus longs, là, qui est à peu près ici, je te dirais. J'ai des photos qui nous avec mon fils que j'ai les cheveux... Là, j'exagère, c'est pas vrai, là. Mais à peu près ici, là, j'avais les cheveux longs. Mais quand je chantais dans mon groupe, non, il n'était pas si long que ça. J'avais pas l'air d'un métalleux, pas en tout. J'ai jamais vraiment pris le look métal. En fait, j'avais aucun style de look. Je m'en foutais de mon look. C'était ma mère qui m'habillait, puis je m'en foutais. Elle m'amenait couper les cheveux quelque part. Ça m'a pris du temps à vraiment me dire, hey, je vais acheter le linge que je veux. Ça a été très, très long. Je m'en sacrais comme dans 40. Moi, je voulais juste écouter de la musique avec mes chums, jouer, puis écrire. Je détonnais un peu dans ma gang de métalleux. Côté look, là, c'était un peu étrange. Mais le look métal, c'est pas grand-chose. Hein. C'est des jeans et un T-shirt de band. C'est ça. Je mettais des T-shirts aussi. Ouais, ça, quand j'ai découvert les T-shirts de band, j'en ai mis quelques-uns. Ouais. Puis, c'est encore ça. J'ai mis pendant longtemps que j'aimais tellement ça. Je trouvais ça tellement, justement, méchant comme T-shirt. C'est le fameux sourire là, jaune là, avec une balle dans le front. Là. Le Nirvana, ça? Nirvana, ils ont fait un comme ça. Ah non, c'est des X. Mais ça, c'est avant. Mais Nirvana, c'est juste qu'il y a deux X. Oui, c'est vrai. Mais ils ont fait un T-shirt des 80 que c'était le sourire jaune. Là. Avec du sang. Une balle dans le fond avec du sang qui coulait. Ça, je l'ai mis pendant des années, ce T-shirt-là. Je l'aimais tellement. J'étais bien fier de mon T-shirt. Ça, je trouvais ça méchant. Ben, c'est comme baveux, c'est comme c'est drôle, puis trash en même temps. Tu sais, ça marchait bien. Puis là, vous chantiez, vous faisiez quelle sorte de musique? Vous faisiez des covers? Écoute, ça a commencé par... C'était un peu de l'ironie, c'était un peu l'autodérision quand j'ai écrit ça, parce que ça vient de moi, cette affaire-là. Ça s'appelait Bridge. Puis... Au singulier? Comment ça s'appelait le groupe, là, MBO? Parce qu'il y avait un groupe qui était... C'est la gang qui chantait Anthrax. La gang d'Anthrax. Anthrax, ben oui, gros fan d'Anthrax. Ils ont fait un band avec leur technicien qui était le chanteur, puis MOB.
Puis c'était juste des tunes de 30 secondes. Non, SOD. Voilà. Ouais. Ils ont fait ils faisaient des tunes de 30 secondes à peu près. Ben oui. C'était très drôle. 2 secondes même. Ah, il y en a même de 2 secondes, c'est ça. Violence and Force, c'était 2 secondes. Violence and Force, c'était fini. Puis je me suis mis au cégep à écrire des tunes de même. Des paroles en anglais, évidemment, mais qui n'étaient pas sérieux. C'était vraiment n'importe quoi, c'était vraiment drôle. Et là, quand mes chums métalleux arrivaient, que les autres étaient musiciens, je leur chantais. Eux autres, il y avait un vrai band, là. Moi, je leur chantais ça. Je faisais la musique. Puis ils trouvaient ça drôle. Lui, on dit, il faut le faire pour vrai. Faut faire ça pour vrai, c'est bien trop drôle. Fait qu'on est allé dans le sous-sol de mon chum Denis Castonguay, qui était le drummer, qui est mort aujourd'hui, Dieu ait son âme. Puis, on s'est mis à enregistrer ça sur son 4 tracks. On a fait une cassette. J'appelais ça bridge parce qu'il y avait toujours des bridges dans les tunes de métal. Il y a un bridge à un moment donné. Et moi, j'inventais les bridges en les chantant. Puis à chaque bridge, je disais « bridge ». Je l'annonçais pendant le bridge, complètement niaiseux. Il y avait un bridge par tune, même les tunes qui duraient 20 secondes, il y avait un bridge. On s'est mis à faire ça. On a fait une cassette. Là, nos chums, on leur donnait. À un moment donné, on a même vendu une coupe parce que le monde trouvait ça drôle. Puis on a même fait un show au cégep. On a fait un show. Ça, j'en revenais pas. Puis au cégep de Drummondville, il y a un département de musique. Le département de musique du cégep de Drummondville, c'était et je pense que c'est encore un des départements de musique les plus reconnus dans les cégeps au Québec. Ça? Ah ouais, hein? Oui. C'est de la musique. C'était les gens qui allaient en musique au cégep de Drummond, un peu comme Saint-Laurent. Ils avaient passé des auditions, puis c'était... il n'y avait pas de métalleux là. Ils étaient sérieux là, dans leur démarche. Sérieux. Il y en a plusieurs qui sont venus voir notre show, tu sais, de cette gang-là, dont une couple que je connaissais qui était mes chums, René, entre autres. Et là, j'étais là, my God, les autres, ils vont dire que c'est ça. Puis ils ont eu du fun, puis ils nous ont dit après, Colin, c'est bien drôle votre affaire, c'est vraiment le fun. Puis il y a beaucoup je pense que l'autodérision faisait aussi que ça passait bien. Mais toi, t'avais ça en toi. T'as monté sur un stage, puis chanté dans le micro. Je chantais avec mon micro, là, puis et mon goût de la chanson vient de là, parce qu'aujourd'hui, je suis encore un maniaque moi, je suis un maniaque des karaokés, là. Moi, je passe à chanter, puis je peux chanter autant du Bee Gees que du Metallica. Ça va dans toutes les directions. J'ai peur de rien, man. J'ai vraiment peur de rien. Mais c'est parfait, ça. Il faut pas avoir peur pour faire du karaoké parce que des fois, il y a des gens qui chantent très, très bien qui sont là. Des fois, bon, c'est assez plus douloureux, mais c'est quand même très... C'est démocratique, le karaoké. Exact. Tout le monde a le droit de c'est ça. Fait que ça a été mon pen très éphémère, on s'entend. Quelque chose. Non, on a fait un show au cégep, puis c'est tout. On a fait une cassette, ça a été fini. Là. Oui. La cassette, tu l'as-tu encore chez vous, dans tes archives? Elle existe-tu encore? Tu parlais de cassette tantôt, là. Moi, je suis collectionneur de cassettes. Une cassette, man, là. Si je la retrouvais, je ne saurais même pas comment la faire jouer. Est-ce que vous aviez fait une pochette et tout avec genre une tête de mort? Un petit dessin avec. Il y avait eu un petit dessin. C'était une espèce de squelette qui fumait. Mais tu sais, c'était fait. Les chums qui a fait ça à l'ordinateur, il découvrait l'informatique, lui, avant tout le monde. Là, il était bien énervé. Puis après ça, les autres se sont revus une couple d'années plus tard, puis ils ont refait les tunes avec un autre chanteur. Puis, ils sont venus me voir, puis ils m'ont donné ça, puis tout ça. J'ai fait, mais j'ai pourquoi ils ne peuvent pas rappeler? Puis ils m'ont dit, là, t'es rendu écrivain, on ne te voit plus, tout. On s'est dit, ça ne doit pas y tenter. Je dis, ça m'aurait tenté certain. Et depuis ce temps-là, on se voit une fois par année. On loue un studio. Sérieux? Toute cette gang-là, 4-5 jours avant Noël, on arrive là vers 4 heures l'après-midi, jusqu'à 10-11 heures. On jamme des tunes, comme dans le bon vieux temps, des vieilles tunes rock des années 80, on en pogne une coupe de nouvelles, on jamme juste entre nous autres en vendant de la bière, puis après ça, on va prendre une bière dans un bar, puis on jase. C'est vraiment, vraiment cool. À Drummondville, parce qu'eux, ils ont resté dans ce coin-là, à Montréal. OK. On sont tous rendus à Montréal, cette gang-là, à cette heure. Puis, fait que la gang de quinquagénaires qui joue encore du Bridge, du Bridge, du Van Halen, du Metallica. De temps en temps, on joue des choses plus récentes. Mettons, 3 semaines avant, quelqu'un envoie un message. Hey, on essaie-tu de pogner la dernière tune de je sais pas qui, là? Puis, fait que là, on l'écoute, on essaie de la pogner. Mais je dirais que 90% des tunes qu'on joue, c'est des tunes de notre époque, là. Ben oui. Iron Maiden, genre, tu sais, bon, tous ces trucs-là. C'est bien fun. Ben, c'est clair. Je savais pas que tu avais ça en dedans de toi. Je pensais que c'était quelque chose qui était passé, mais c'est le fun que ça persiste. Non. Ça continue. Alors, moi, dans un karaoké, quand je chante Sad But True Metallica, là, je me donne. Là. Est-ce que le métal qui était plus à la saveur horrifique, tu sais, le shock rock, là, c'est-tu quelque chose qui te parlait? Tu sais, tantôt, on a parlé un peu d'Alice Cooper, tu sais, Kiss. C'est-tu des affaires que toi, tu trouvais cool parce qu'il y avait un décorum ou pas tant? T'sais?
Ben, c'est sûr que, tu vois, Kiss, Alice Cooper, j'ai passé un peu à côté de ça. C'était avant ton époque quand même aussi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, bon, c'est sûr que côté théâtral, tu sais, j'ai vu Iron Maiden en show 2 ou 3 fois. C'est sûr que le côté théâtral de ça, je me rappelle les deux mains d'Eddie qui devaient avec les deux guitaristes sur chaque main, puis la tête d'Eddie qui apparaît avec puis tu avais le drum sur la tête. Tu sais, tout ça aujourd'hui me fait un peu sourire, mais c'est sûr qu'à 17 ans, tu regardes ça, à 18 ans, man, puis tu capotes, tu cries, tu t'arraches les cheveux sur la tête. C'est encore cool aujourd'hui, hein. Tu sais, je les ai vus il y a 2 ans. Oui, ça peut être bien fait pareil, là. Ça peut être bien fait parce que c'est ça se veut théâtral, ça se veut. C'est ça le but. Tu sais, c'est-tu plus ridicule qu'un show où que tout le monde danse en paillettes, puis, tu sais, dans le fond, c'est la même affaire. Est-ce que tu allais voir des shows, toi? Le même esprit. Non, c'est ça. C'est chacun ses buzz. Qu'est-ce que tu entends pour le choc? Donne-moi d'autres groupes. Le shock rock, ben, c'est des groupes qui avaient, mettons, comme Alice Cooper, des décapitations sur scène, tu sais, Kiss, tu sais, mais maintenant, bon, les trucs plus récents, ben, Marilyn Manson, Rob Zombie, tu sais, c'est ceux-là qui aimaient un peu provoquer sur le stage avec des gros décors élaborés, là. Ouais, Rob Zombie, j'avoue que je trouve ça amusant. Même aujourd'hui, à part ces deux derniers disques, après, là, je trouve qu'ils se répètent, là, je trouve qu'ils se pilotent automatique en hostie. Mais ces premiers disques, je trouvais ça le fun. Je trouvais ça cool. White Zombie. Il y a peut-être juste son côté, il y a un côté, son rapport aux femmes m'agace un peu, mais ça, c'est une autre histoire, là. Je trouve que là-dessus, il est un petit peu... un peu Gino, avec les pitons qui dansent sur le stage. Ouais, c'est ça. Mais ça, oui, j'aime bien ça. Tu t'as nommé aussi, quel autre t'as nommé avant? Marilyn Manson. Bon, Marilyn Manson, lui aussi, sa musique, j'aimais bien sa musique. Mais là, avec ce qui arrive, on peut pas être si surpris que ça aussi quand on regarde certaines de ses vidéos, là, parce que lui aussi, son rapport aux femmes dans ses vidéos n'a jamais été très net. Non. C'est un peu ça qui est agaçant. C'est que certains de ces groupes métal-là avaient une vision de la femme qui aujourd'hui me fait un peu tiquer, là. Tu sais, là, les gros poilus avec leur pitoune en bikini. Tu sais, comme tantôt, tu parlais de le air metal, là, tu sais, Cherry Pie. Mais là, je trouve que c'est le rap qui a récupéré ça. Tant mieux, comme ça, les métallos, on a la paix un peu là-dessus. Puis, je me rends compte que les groupes métalleux que j'aimais le mieux, ils n'allaient pas vraiment là-dedans. Iron Maiden n'allait pas là-dedans. Metallica n'allait pas là-dedans. Anthrax non plus, tu sais. Anthrax non plus. Ils n'étaient pas là-dedans. Donc, je voulais juste faire du rock puis avoir du fun. Puis, bon, tu sais. Fait que, mais oui, le côté théâtral, j'aimais ça. Mais musicalement, on dirait que j'ai, à part Iron Maiden, comme je te dis, on dirait que il y avait Merciful Fate. Oui, ben oui, King Diamond. Ouais, King Diamond qui faisait quand même quasiment de l'opéra métal d'horreur. Ouais. Ça aussi, j'aimais bien son univers, ses ambiances sonores. C'était très narratif aussi, hein. C'était des albums concept. Oui, c'était comme son disque Abigail, c'est toute une histoire. C'est une histoire d'horreur, en fait. Ce qu'il racontait, c'était une histoire d'horreur. Ça, j'ai jamais vu en show. J'imagine qu'il devait pas mal c'est quelque chose. Une imagerie intéressante. Mais j'aimais bien ce côté narratif-là. Avant, il y avait Merciful Fate. Après ça, c'est devenu... mais c'est ça. Comment il s'appelait? Donc, King Diamond, c'est ça? Mais oui, autant quand il était avec Merciful Fate que King Diamond, son côté narratif était... à mon âge, à 20 ans, à 18 ans, 20 ans... Ça impressionne. Ben oui, tu sais, moi je l'ai vu en show il y a peut-être 5 ans de ça, puis il y avait comme une grille, comme dans un cimetière, il y avait des sceptres avec des crânes, puis le maquillage. Il marche encore? Oui, il marche encore la voix qui fait 3-4 octaves, puis... Pathétique ou ça marche? Ben, tu sais, tu vas voir ça, tu veux aimer ça. C'est sûr que, tu sais, musicalement, moi, j'ai tout le temps trouvé que il faisait beaucoup de pirouettes avec sa voix. C'est comme Iron Maiden, ça a été un groupe que j'ai eu de la misère à embarquer à cause de la voix très haut perché. Moi, j'étais plus... C'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps été plus attiré vers un vocal plus arch, plus crié, plus comme le thrash metal qu'on parlait tantôt. Anthrax, c'était comme un peu entre les deux. Il montait le chanteur. Belladonna? Oui, exact. Ouais. Mais Merciful Fate, ça, j'ai pas connu ça à l'époque, mais King Diamond, le concert que j'ai vu, j'ai apprécié, mais c'est pas le genre de truc que je vais écouter à la maison. On dirait que la voix, là, c'est comme, c'est un peu tough. Je sais pas aujourd'hui si je serais bien curieux de réécouter du Merciful Fate. J'ai l'impression que cette voix-là me taperait peut-être ses nerfs aujourd'hui. Peut-être. Sinon, dans les shows que tu as vus, ados, qui t'ont bien marqué, des shows métal, là. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Moi, j'y vais à Drummondville. Hein. Fait que, tu venais pas à Montréal? Venir à Montréal, c'était compliqué. À Drummondville, il y avait des shows métal, mais des bands de région, là, que je me rappelle même plus, là, où on allait,
il y avait deux groupes de métal dans le centre du Québec. Il y avait ceux de Drummond, c'était moi, puis il y avait ceux d'Actonville. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Puis des fois, on allait veiller à Actonville, des fois, la gang d'Actonville allait veiller à Drummond. C'était comme les deux groupes de métalleux. C'est très drôle, ça. Puis écoute, j'ai pas vu... Je suis venu à Montréal voir justement Iron Maiden 2 ou 3 fois. Okay. Je suis venu voir Metallica 2 fois. À part de ça, j'ai vu Rush. Rush n'était pas du métal. Ça, c'est curieux d'ailleurs, parce que dans notre gang de métal, il y avait deux groupes qui n'étaient pas métal, pas en tout, mais qu'on acceptait quand même, qu'on jouait, qu'on aimait quand même. C'était Rush. C'est vrai que c'est bon. Ben oui. Puis Saga. Saga, OK. Qui est un groupe canadien, qui était avec bien synthétiseur. Okay. C'est vraiment cheesy, là. J'en ai réécouté l'autre fois, là. C'est cheesy en esti. C'est pas très... Pourquoi ces deux groupes-là se sont infiltrés dans... Rush, je peux comprendre. C'est ça, il y a eu une influence. Ça déménageait, il y avait du drum, il y avait... Bon, tu sais... C'était prog, à l'os. C'était prog, c'est génial. C'est le plus proche, dans ma gang de métalleux, c'est le plus proche qu'on a eu du prog. Tu sais, c'était Rush. Fait que j'étais venu voir Rush une couple de fois. Il y a un de nos chums aussi qui aimait bien gros Marillion. Okay. Ça faisait pas l'unanimité. Ça, il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Puis, bon, évidemment, il y avait Slayer, tout ça, mais tu sais, Slayer, j'ai jamais... Slayer, c'était un petit peu trop... Trop méchant? C'était trop cacophonique pour moi. Ah ouais? C'était trop... Je pouvais pas me raccrocher à aucune ligne mélodique. Il y a une couple de tunes que j'aime encore, là. Ring in Blood, j'aime ça. Mais écouter un disque au complet de Slayer de ces années-là, j'aurais un peu le feeling d'écouter la même tune pendant 40 minutes. Ça c'était mon opinion de l'époque, tu sais. Mais j'ai pas vu, c'est ça, j'ai vu Metallica, j'ai vu Rush, j'ai vu Iron Maiden, j'ai vu Saga, tu sais. Puis pas plus que ça, pas plus non. que ça. Ben, c'est correct, ben, tu sais, c'est le fun, tu sais, puis moi aussi, tu sais, tu dis, tu venais, d'Ormondville, Montréal, tu sais, c'était compliqué, s'organiser, moi je viens de Chicoutimi, hein, fait que l'autobus organisé, autobus jaune, tu sais, le parc de Laurentides, j'ai vu quelques shows à l'époque, puis quand je suis arrivé à Montréal, ben après ça, là, je me suis gâté. Ouais, c'est ça. Non, à Montréal, j'en ai vu une couple de plus, mais même là, je me rends compte que j'ai des shows de musique, j'en ai pas vu tant que ça dans ma vie. On dirait que je n'ai pas le réflexe d'aller voir ça. Puis quand j'y vais, je me dis toujours, Caroline, c'est bien le fun. Pourquoi je viens pas voir ça plus souvent? Tu sais, il y a 10 ans, je fais 10 ans, 8 ans, en tout cas, je suis allé voir Nine Inch Nails, en tout cas, la dernière fois. Ah oui, hein? Oui, ça fait 8 ans, ça fait 9 ans de ça. Ah, Caroline. Ouais, c'était incroyable. C'est une de mes amies qui m'a dit, hey, Sénécal, tu es un fan de Nine Inch Nails, on va-tu voir ça? Elle dit, je peux te trouver des billets, elle est journaliste, là, elle dit, je peux te trouver des billets de même. Parfait. Je vais aller voir Nine Inch Nails, puis j'ai fait, tabarnak que c'est bon. J'ai dit, comment ça se fait que, tu sais, si elle me l'avait pas dit, je serais sûrement pas allé. Il y en a un, Nick Cave, quand il est venu, pas cette année, là, il y a une couple d'années. J'ai dit, bon, ça, faut pas que je manque ça. Parce que moi, j'étais un fan de Nick Cave. Là, faut que je me déniaille. Là, c'est moi-même qui a trouvé les billets, qui est allé. J'étais bien fier de moi. Mais sinon, on dirait que j'ai pas le réflexe d'aller fouiller sur Internet, acheter des billets pour aller voir des shows de musique. C'est bizarre, hein? Alors que j'aime tellement la musique. C'est ça qui est curieux. Ben, c'est ça. Puis ça prend tellement tout son sens. Parce qu'on peut écouter un album 18 fois, 100 fois. Puis c'est la même chanson à chaque fois. Mais le voir live, les voir interpréter ça, puis résonner, les frissons. Non, c'est ça. C'est toujours tellement... Surtout des groupes où il y a des groupes rock, des groupes rock. Parce que bon, un groupe électronique, moi, aller voir un gars. Non, avec un laptop, là. Il y a de la musique électronique que j'aime, là. Ouais. Mais je suis pas sûr que j'irais voir un DJ électronique sur une scène avec son ordinateur. C'est pas une performance, là, non, c'est ça. Moi, j'aime mieux l'écouter sur le disque chez nous, être bien content. Mais voir un groupe rock jouer de la musique, puis suer, puis triper, c'est unique, là. C'est le fun dans ta barnouche, là. Mais non, c'est ça. Puis la pandémie, là, pendant 2 ans, pas trop de shows, là, ça a été tough. Là. Moi, j'en voyais assez souvent. Puis là, ça recommence. Fait que ça fait du bien. C'est plaisant. Ouais. Mais une bonne chose pour, pendant la pandémie, c'est qu'il y avait beaucoup de livres à lire, puis beaucoup de films à voir. Puis ça, ben, on s'est pas fait enlever. Hein? Fait que ça, c'est une bonne chose. Je t'ai envoyé une question aujourd'hui, hier ou aujourd'hui. Puis je me suis demandé si ça te tentait de réfléchir à ça. Quelle sorte, parce que je demande ça à tous mes invités de Metal Maniac, quelle œuvre, sous-genre, vidéoclip, tune dans le métal qui est le plus horrifique ou sous-genre qui résonne, qui mixe un peu, qui est à l'intersection des deux, selon toi? Écoute, c'est pas vraiment du métal, c'est de l'industriel. OK, ça marche aussi. Pareil. Ben oui. Moi, quand j'ai entendu ce disque-là,
c'est Downward Spiral oui. de Nine Inch Nails. Moi, quand j'entends ça, il y a... Bon, ça doit faire... 94. Hein? Ah ouais, c'est ça. Je l'ai entendu une couple d'années après qu'il est sorti. Je connaissais pas Nine Inch Nails. C'est un de mes chums musiciens, d'ailleurs, qui m'a dit « Sénécal, il faut t'écouter ça, tu vas capoter. » Il dit « Comme je te connais, là, tu vas capoter. » Ça devait être en 96, là, 2 ans après que le disque soit sorti. Quelque chose de bon. Puis j'écoute ça. Asti, Puis moi, quand je découvre un disque, je m'en viens chez nous, je mets mes écouteurs et je l'écoute au complet. Moi, à chaque fois que j'achète un disque, que je découvre un disque. Il ne faut pas écouter ça sur Shuffle de A à Z. C'est un album. Oui, puis surtout, ce disque-là, c'est un album concept. Là, fait que j'écoute ça, puis j'entendais des sons que je n'avais jamais entendus. J'ai dit, avant même d'écouter, de lire les paroles, tout ça, de voir en quoi que ça parlait, j'ai dit, asti, on dirait la bande sonore de l'intérieur d'un psychopathe. C'est à peu près, c'est quasiment ça. Mais c'est un gars qui sombre dans la dépression, tout ça. Et j'ai trouvé ça assez terrifiant. J'ai dit, crime. Pour moi, ce disque-là est musicalement ce qui est le plus proche d'un film d'horreur très noir, là, justement, d'un serial killer. Là. Je veux dire, il a compris quelque chose, Trent Reznor, quand il a écrit cet album-là, qui, moi, m'accompagne encore. Là. Il y a des chansons je n'ai pas encore écouté certaines chansons de ça en écrivant, là, qui me mettent dans un état très, très anxiogène, qui va beaucoup m'aider pour le roman, pour la scène que je suis en train d'écrire. C'est très malsain. Oui. Ah oui, c'est un très bon mot. C'est vraiment malsaine. Puis ça marche avec ce que j'aime. J'aime écrire des histoires malsaines. Fait que cette musique-là, j'aurais voulu écrire ça. Tu sais, j'aurais voulu écrire une musique comme ça pour accompagner. Tu sais, je pouvais vendre un de mes romans avec une pochette, mettre un CD dedans. C'est celui-là que je mettrais. Je dirais, écoutez ça en me lisant. Tu sais. Je suis tellement d'accord avec toi, Patrick. Là, tu sais, c'est un album, tu sais, bon, ultra important. Il y a eu, tu sais, le hit, là, tu sais, justement, Closer, tu sais, ça a joué dans toutes les discothèques, mais les gens oublient là, qu'il y a un album autour de ça, puis c'est vraiment un grand album. La pochette, très mystérieuse, magnifique, les peintures de cet artiste-là, vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, tu sais, ils sont allés enregistrer ça dans la maison de Sharon Tate. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tellement bizarre. En entrevue, il dit qu'il le regrette un petit peu. C'est-à-dire que il a rencontré après ça, je ne sais pas qui, là, qui lui a dit, comment osez-vous enregistrer là? Il y a du monde qui sont morts là-dedans, vous n'avez pas honte. Puis ça m'a tellement bouleversé. Ils ont dit que j'ai pas réalisé ça, du coup. Il dit, j'étais jeune, puis je trouvais ça wow, m'allait m'inspirer, les marques aussi. Mais il dit, c'est vrai, là, c'est vrai que c'est un peu tordu d'avoir fait ça. Puis, mais c'est ça, il était jeune, puis il pouvait fucker, là. Mais... Je sais pas s'ils ont, comme, indirectement encapsulé un peu du mal, tu sais, là, qui a habité la famille de Manson à l'époque. Mais lui, c'est de ça qu'il voulait se convaitre, en fait. C'est ça, tu sais, puis à quelque part aussi, lui, il a toujours recherché l'extrême. Tu sais, si tu regardes les premiers albums de Nine Inch Nails aussi, là, c'était tout le temps très cru, très viscéral, puis, tu sais, Broken, juste avant, le EP. Pretty Hate Machine aussi, qui sonne plus clavier et tout ça, mais quand même, il y avait une douleur, hein, un mal d'être. Une colère, une urgence. Tout à fait. Puis tantôt, tu parlais de tueur en série, puis c'est pas pour rien que David Fincher l'a appelé. Ça nous prend ta musique sur Seven, puis après ça, il l'a engagé pour tous ses films. Tu sais, c'est tellement une musique. Mais tu vois, ça, quand j'ai vu Seven, je me rappelle, ça, c'était un autre moment très marquant. Quand j'ai vu le générique de Seven au début, il est hallucinant, ce générique-là. Là. Il a été copié et recopié par plein de films d'horreur. Ouais. Puis c'est vers la fin que, pendant la musique, mais c'est bon, c'est ça industriel en esti. Et à la fin, on entend juste you get me closer to God en écho. C'est ça, c'est un remix. Une espèce de variation de Closer. La tune, c'est comme une espèce de mix de Closer avec cette affaire, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai eu la même face que toi. C'est comme, au cinéma, c'est un remix de Closer. C'est donc bien génial. Ça marche tellement. Ça, marche ça donne le ton du film en tabarnouche. Là. C'est drôle parce que hier, je suis allé voir The Batman, le plus récent Batman. Puis, il y a, je sais pas si tu l'as vu. Non, mais c'est bon. On n'est pas dans le film d'horreur, mais on est dans le film de tueur en série. T'sais, une petite parenthèse Batman. C'est vrai que c'est très dark, hein? C'est très dark, puis il est allé, tu sais, Matt Reeves, le réalisateur, il est allé sampler là, tout ce qu'il a aimé là, dans le cinéma de David Fincher. Là, ça paraît, il y a du Seven, il y a du Zodiac,
le Riddler, c'est Zodiac, ben raide. Ah oui. Puis, t'as même un peu de Silence of the Lambs dans certaines séquences. C'est excellent. Ça dure 3 heures. Il aurait pu nous enlever un petit 20 minutes, là, trimer. Ouais, c'est le problème de la part des films hollywoodiens, là, mais bon. Ouais. Mais, allez voir ça. Puis, tu sais, tu vas voir ça. Le seul super-héros qui m'intéresse dans le cinéma, c'est Batman. Ouais, moi aussi, les MCU, là, je suis plus capable. Marvel, là, c'est de la foutaise, c'est du CGI. Puis là, le CGI doit être très minime là, de Batman parce que c'est vraiment c'est des poursuites en bagnole, c'est des explosions, puis des bons personnages. Ouais, c'est ça. Fait que oui, tu iras voir ça. Oui, tout à fait. Mais Nine Inch Nails, c'est vraiment un beau segue. Puis je suis encore fan, j'écoute encore leur disque. Quand il sort quelque chose de nouveau, je l'achète, je le suis fidèlement. Ouais. Puis, si tu as la chance de trouver ça sur le net, mais moi, je l'ai en cassette vidéo, ça s'appelle Closer. C'est Closer. C'est 2 cassettes vidéo, puis c'est comme une espèce de faux snuff movie de Nine Inch Nails. C'est tous les vidéoclips de cet album-là, mais avec des petits bouts étranges entre chaque film, entre chaque... C'est Trent Reznor avec... ah oui, c'est lui qui l'a fait. Okay. Puis à l'époque, ça a sorti, puis ça a été enlevé des tablettes parce que les gens avaient... Il pensait que c'était un snuff. Là, il a fait une couple de vidéos aussi, Reznor, pour ses tunes qui sont pas... Not safe for work, là. Ouais, mais qui n'ont pas joué à TV parce que... c'est quoi donc For Save... Happiness and Slavery. Happiness and Slavery, la vidéo, il a été... C'était censuré, là. Ouais. Puis, sinon, ben, tu sais, en entrevue, t'as déjà, là, on parle de film d'horreur un petit peu, t'as parlé en entrevue que ton premier film d'horreur, ça serait The Amityville Horror. Ça serait le premier film que tu as vu. C'est un truc que je me rappelle le plus, ouais. Je me rappelle des scènes, je me rappelle du sang qui coule l'escalier à la fin. Je me rappelle du prêtre avec les mouches là, autour de lui. Je parle du premier, là, le premier Amityville Horror. 78, là, ouais. Mais c'est le premier que je pense avoir vu, mais c'est pas lui qui m'a marqué. Le premier qui m'a marqué, c'est Exorcist. Ah ouais. Je l'ai vu à la TV en cachette et en plus, j'ai même pas vu la version intégrale parce que ce film-là n'a jamais joué en version intégrale à la télévision. Jamais, là. Ah non, il y a peut-être en français parce qu'on est moins puritain, mais en anglais, oublie ça. Là, la scène de la petite fille qui se lance le crucifix entre les jambes en criant « Let Jesus fuck you », oublie ça. Là. Ça joue vraiment avec les Américaines, ça. Fait que j'avais même pas vu ces scènes-là, puis ça m'avait méga marqué. Puis t'avais quel âge? Genre, t'avais pas de droit. J'avais lu le roman avant. Ah ouais, OK. Genre jeune, là? Je pense que j'avais 13 ans, quelque chose de 14 ans. J'ai eu ça m'avait tellement... je fais ça. J'en revenais pas qu'on puisse écrire des choses de même dans un roman. Puis, mais le roman, je l'ai jamais lu, le roman, je le possède. J'ai vu le film trop de fois. C'est très bon, là. C'est très, très, très bon. Le roman, en fait, le film vient du roman, évidemment. Oui. C'est très, très, très bon. Puis là, j'ai vu que le film passait à la TV après, fait que j'étais allé écouter ça en cachette un peu. Ça m'avait bien marqué, même si, écoute, quand j'ai revu l'original en VHS, genre 4 ans, 5 ans plus tard, là, j'ai vu des scènes que j'avais jamais vues. Là, j'ai fait, voyons donc, là, j'ai encore plus capoté. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un grand, grand film. C'est sûr que ça fait moins peur parce que la religion, bon, tu sais, je veux dire. Ouais, mais non. Mais la maîtrise de ce film-là, la maîtrise cinématographique de ce film-là, c'est assez extraordinaire. Ah non, mais Friedkin, c'est un génie, là, tu sais, de faire ce film-là à cette époque-là, puis que encore aujourd'hui, c'est troublant. Puis oui, comme tu dis, bon, on n'a plus encore la religion catholique, c'est plus dans le quotidien, mais les églises sont encore là, les noms de rues, les noms de villes, tout ça, là, tu sais, il y a encore des saints partout. Oui. Ça fait partie de aux États-Unis, ce film-là doit faire encore peur parce que la religion est quand même plus importante. Le Bible Belt, là. Mais on l'écoute aujourd'hui, puis tu fais comme, wow, ce gars-là, là, il était visionnaire de réussir à faire ça. Puis je sais pas si tu as vu le film, le documentaire Leap of Faith. Oui. Moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Super intéressant. C'est super intéressant. Ce gars-là, il nous parle pendant 1h30, 1h45. C'est juste lui qui nous parle. C'est juste lui qui nous parle. Et c'est fascinant. Il a 82 ans, le bonhomme, là. Il est vif d'esprit. C'est fascinant du début à la fin. Puis je le trouve très humble. Oui. Il reconnaît des... Tu sais, il dit, je ne sais pas encore si la fin est bonne. Je ne sais pas si... Il y a de la misère à vivre avec la fin le diable qui prend l'autre, qui déboule. Il dit, je ne sais pas si ça marche cette fin-là. Il dit Friedkin, il tenait beaucoup, puis moi, je ne sais pas si ça ne contredit pas un peu ce qu'on voulait dire, tout ça. Fait que, tu sais, il y a une espèce de
Ouais. Il y a une auto-réflexion sur son œuvre qui est très, très intéressante. C'est sain de ne pas se péter bredelle trop non plus. Là, puis je trouve, je vais te lancer des fleurs, Patrick, je trouve que tu es très humble aussi par rapport à la legacy, à toute l'œuvre que tu bâtis depuis toutes ces années. Puis je trouve ça, c'est tout à ton honneur parce que c'est facile de s'asseoir sur son steak puis de redonner ce que les gens veulent. Mais si tu fais ça comme artiste, tu ne progresses plus, puis ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. C'est pas stimulant, tu sais. Fait que chapeau. Moi, je suis content de te lire. À chaque fois, à chaque sortie, tu me surprends. Puis, tu sais, bon, il y a des lieux communs, évidemment. Tu sais, tu crées à partir de ce que tu connais, mais tu nous amènes à des places. Puis, tu sais, comme quand on a enregistré sur la route de l'horreur notre conversation, à la fin, on a fait un petit extra. Puis on a parlé de la série sur audio, la série audio. Écho. C'est ça, Écho. Puis ça, j'ai petite parenthèse, parce qu'on en a déjà parlé, là, mais j'ai capoté. J'ai tellement trouvé ça le fun d'avoir cette espèce de composante live audio, mais super bien montée, le bruitage. Michel Montreuil, le réalisateur, il a fait une nasty de bonne job. Là. Je veux dire, la voix de schizophrène dans la tête, dans la machine, là. Il y a des bouts de fréquents en tabarnouche, là. Il y a des bouts vraiment, vraiment fréquents. Ben oui, ça fait longtemps que j'avais pas, tu sais, avoir eu une espèce de frisson. Tu sais, je marchais tout seul. Moi, le matin, j'écoute un podcast. J'ai habituellement des entrevues, tout ça. Là, j'étais dans un mode, j'écoute de la fiction avec Écho. Puis pendant cette semaine-là, que j'écoutais ça tous les matins, là, je marchais là, dans mon Boucherville, là, puis là, c'était creepy, là. Puis, c'est bon. J'espère que c'est des choses que tu vas poursuivre. J'espère qu'il va y avoir une suite à ça. Il y a des projets. Ben, cool. On peut pas en dire plus, mais il y a des projets. Non. Mais en tout cas, c'est très, très réussi. Mais si on retourne dans la thématique horreur, film, tout ça, mais est-ce que c'était la littérature ou le cinéma qui est arrivé en premier? Est-ce que tu lisais des histoires de peur avant de voir des films? Oui, moi, j'ai commencé à lire des histoires d'horreur à 11-12 ans, mais c'est sûr que si je me suis mis à lire ça, c'est parce que j'avais vu des films, ça m'intéressait, mais tu sais, à 11 ans, j'avais pas vu grand-chose. Pas accès à tout non plus. Tout ça, mais je savais que j'aimais ça. Puis j'avais un de mes voisins, Martin, qui s'appelait. Puis lui, je ne sais pas comment ça se fait, là, mais ils écoutaient tous les films d'horreur à la TV le soir. Toute la gang, ils voyaient tout. Ah ouais. Puis ils les comptaient. Le lendemain, là, il me les racontait. Surtout à moi, parce que les autres s'en foutaient un peu. Mais moi, il me les racontait, puis je l'écoutais. Là. Il me racontait Dracula, tu sais, les Dracula de la Hammer. Là, il m'en a raconté 3, 4. Puis là, je me rappelle, là, j'avais des scènes dans la tête de ça. Puis j'ai vu ces Dracula-là des années plus tard. Les Dracula de la Hammer, je les ai vus des années plus tard. Et je me suis rappelé en regardant ces vieux films-là de... Comment tu l'avais raconté? Il me racontait ça, puis c'est vrai, c'est ça. Je me rappelle qu'il m'a raconté ça. Fait qu'on dirait que j'ai vu ces films-là avant de les voir grâce à Martin. Et là, l'horreur m'intéressait. Puis quand je me suis mis à découvrir qu'il y avait des livres d'horreur, dont genré Claude Seignolle, Stephen King, une couple d'années après, Lovecraft, Edgar Bradbury, j'ai pas lu beaucoup de Bradbury. C'est arrivé plus tard, puis j'en ai pas lu beaucoup. Puis quand j'ai découvert ça, là, j'ai lu ça, et là, je me suis dit, OK, on peut faire peur avec des mots, donc pas besoin d'avoir une caméra, pas besoin d'avoir, on peut faire ça avec des mots. C'est là que j'ai commencé à écrire. C'est là que j'ai commencé à écrire mes propres histoires d'horreur, à peu près à 12 ans, dans ce coin-là. Ah ouais, hein? Puis c'est ça, tu sais. Ouais, mais c'est fou, pareil, que t'as pas lâché ça, tu sais, là, t'as continué, puis là, après ça, t'as été professeur pendant longtemps, tu faisais les deux en même temps, puis là, ça fait plusieurs années que c'est que de l'écriture, là. Depuis 2007, j'écris à temps plein. Ouais. Ah ouais, hein? Mais tu sais, j'ai beaucoup écrit quand même. Quand j'étais adolescent, moi, des fois, je pouvais ne pas... si je sortais pas le soir, j'écrivais toute la soirée, là. C'était vraiment... Avant 51-50 des hommes, qui est mon premier roman publié, j'ai au moins 5 romans dans mon garde-robe, là, que j'ai écrits à la dactylo. Ouais. Entre, je te dirais, 15 et 21 ans à peu près. Là. Tu t'es-tu relu? Non, je ne veux pas lire ça. Ça, c'est le genre d'affaire que tu ne feras jamais rien avec ça. Comment? Tu ne feras jamais rien avec ça. Tu n'as pas le goût de revisiter ça. D'un coup, il y a une bonne histoire là-dedans. Non, je te garantis que non. C'est vraiment des trucs qui appartiennent à leur époque, qui appartiennent à mon âge, mais je ne renie pas ça. Ces romans-là m'ont permis d'arriver à écrire un roman qui a de l'allure et qui tient debout. Puis je suis sûr que... J'ai lu un extrait à un moment donné parce que... Comme moi, j'ai beaucoup d'autodérision, là, puis il y avait une convention d'auteurs d'horreur, puis il y avait une table ronde, c'est « Oserez-vous lire vos écrits de jeunesse? »
Moi, je dis, hell yeah, j'ai aucun problème à faire ça. Puis j'avais lu un extrait, justement, d'un roman qui avait 700 pages. J'ai écrit ça quand même à 17 ans. Wow. Qui s'appelle Au nom du ciel et de l'enfer. C'est comme un post-apocalypse, Dieu et le diable qui se battent pour la terre. Écoute, c'est épique, là. 700 pages. Épique, 700 pages. Puis j'ai lu un extrait de ça. Écoute, ça riait dans la salle et tout ça. Puis il y a des gens qui ont dit, oui, mais on reconnaît des choses que tu allais devenir quand même. Puis je dis, vous avez raison. Même si c'est maladroit, même si tu croches, on reconnaît du Patrick Sénécal là-dedans. Le côté, dans les scènes de violence, tout ça, on n'a pas peur d'y aller. Le côté aussi que ça finit mal, le côté qu'on essaye qu'on va dans le plus loin du côté sombre. Okay. Le côté storyteller. Mon côté storytelling était là. Même si c'était tout croche, c'était maladroit, le monde écoutait et disait « Tabarnouche, c'est épique, là, on veut savoir ce qui va se passer. » Même si c'est un peu niaiseux. Fait que, donc, tous ces romans-là ne sont pas inutiles. Parce que pour moi, l'écrivain que je suis devenu, tu sais, c'est ça. C'est ça, tu dis jamais, toi, tu dis jamais dans ton sous-sol, sur ta dactylo, tu sais, c'était ça que tu faisais, là, tu sais. Oui. Mais là, il va falloir attendre, tu sais, après, quand tu vas être parti, tes enfants vont sortir de la boîte, vont faire, je pense qu'on va aller voir à lire, là, ils vont nous publier ça, là, puis... Non, je pense que mes enfants ne feraient pas ça. J'aurais déjà parlé que ces romans-là existaient. C'est interdit. Ouais, puis je pense qu'ils ne font pas ce coup-là à leur papa. Parce que, tu sais, il y en a qui l'ont fait, c'est Kurt Cobain, là, ils ont publié son journal, là, tu sais, son journal intime, là, puis c'est pas supposé, là, tu sais, Ouais, je comprends pas qu'ils permettent des affaires de même, mais bon, enfin, ça... Aux États-Unis aussi, hein, tout se peut, tout est monnayable. Ben, c'est ça, hein? Ouais. Mais si on retourne au cinéma, quand on avait parlé, tu avais parlé tu voulais plus jamais écrire des scénarios pour d'autres. Puis tu avais dit que peut-être que... En fait, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est pas ça la nuance. La nuance que je fais, c'est que je ne veux plus adapter mes romans pour d'autres réalisateurs. Ouais, OK. Je pourrais écrire des scénarios originaux pour d'autres réalisateurs, mais là, je ne veux plus adapter un de mes romans, à moins que je le réalise moi-même. Puis ça, je ne suis pas sûr que ça va arriver, là. Mais non, c'est trop d'ouvrages, c'est trop... Puis retourner dans un univers que tu as déjà écrit, c'est comme fait 3 fois, là, c'est assez. Redite. Mais tu parlais de Contre-Dieu, là, que tu aimerais ça, réaliser ça, tourner ça, toi... C'est encore quelque chose que ça te tente? As-tu écrit déjà une version? Faudrait que je fasse le move. Faudrait que je fasse le move pour. Faudrait que j'approche des producteurs, tout ça. Puis j'ai des idées là-dessus, mais... Mais t'as pas de scénario encore. T'as pas écrit... Non. Puis j'en ferai pas tant qu'on me confirme pas, quelqu'un me confirme pas que oui, moi, ça m'intéresse après avoir lu le roman. Je n'écrirai pas ça pour rien. Dans le beurre, non, c'est ça. Mais il faudrait que j'approche les producteurs, là. Puis j'ai une couple de noms dans la tête. C'est juste que je le fais pas parce que je suis un gars qui remet tout. Je suis pas discipliné, tout ça. Puis t'as quand même plusieurs projets toujours en parallèle, tu sais, que tu mûris, t'as écrit un livre. Puis là, je train de finir mon roman, puis je veux le finir avant d'embarquer dans d'autres choses. Là. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Ouais. Éventuellement, on va tenter le coup. Ouais, parce que là, tu sais, c'est ça, tu as réalisé un épisode de Patrick Sénécal présente, tu sais, ça... C'est l'épisode de La Reine Rouge aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais là... je pense que... Je sais pas que je pense pas que je pense que je connais assez ça maintenant pour pouvoir m'essayer sans trop passer pour un imposteur. Tu sais, je pense que je pourrais dire, OK, je vais l'essayer, un long métrage, là. Évidemment, il faut que je m'entoure d'une bonne équipe, il faut que je m'entoure de gens qui connaissent ça. Mais j'ai quand même fait un peu mon école. Là. Tu sais, je sais c'est quoi être sur un plateau, je sais c'est quoi diriger. Là. Je l'ai fait. C'est ça, tu sais, t'as quand même été t'es très impliqué dans les tournages des films qui sont adaptés de tes histoires, évidemment. Tu écris le scénario, puis tu es sur le plateau, tu sais, avec Pods. Pods, là, tu sais, là, c'est un grand, là, tu sais, puis tu as pu être avec lui, réaliser ce film-là, 7 jours d'Italien. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ça, j'ai fait enfin, c'est comme wow, c'est le livre que j'ai lu. Puis là, j'ai des acteurs de malades qui sont là pour livrer cette histoire-là qui est dure, puis qui était comme... C'est un peu casse-gueule, là, tu sais, c'est heavy, là, comme subject matter, puis ils ont vraiment réussi à faire un film. Puis tu sais, Pods, c'est ça, c'est le génie de Pods, d'être capable de prendre une histoire aussi noire que ça, puis de rendre les personnages humains. Là. Il a vraiment compris l'ambiance du livre 100%. C'est le fait qu'il ne mette pas de musique, entre autres, je trouvais que ça... Tu sais, il était venu me voir, puis il m'avait demandé... On était pendant le tournage, je me rappelle, puis pendant qu'ils préparent le blocking, tout ça, il vient me voir, il s'assoit à côté de moi, puis il dit j'ai une idée, Sénécal, je ne sais pas trop si tu vas être d'accord avec ça, là. Et
sais, il me demandait mon opinion. Il aurait pu dire, je vais faire pareil, fuck you, tu sais, mais il disait quand même, qu'est-ce que t'en penses? Non. Il dit, je pense que je ne mettrai pas de musique dans le film. Je dis, ah bon? Il dit, si t'aimes pas ça, je dis, ça peut être intéressant, au contraire, tu sais. Fait qu'il était content de dire, OK, donc, tu serais prêt à ce qu'on l'essaye? Je dis, absolument. On l'a essayé. Il avait mis de la musique avec des musiques qu'il avait trouvées là, temporairement, d'autres films, tout ça. Mm-hmm. Puis on l'écoutait avec musique, pas de musique. Puis clairement, il y avait une ambiance beaucoup plus terrible, froide et sans musique. Ça fait un film plus, comment dire, sans compromis. Ça fait un film plus extrême. Mais cette histoire-là permettait ça. Puis j'imagine aussi, sans musique, on dirait que il y a moins le côté cinématographique, romancé. Fait que t'as pas de musique, on dirait que t'es comme un peu le spectateur, t'es témoin de la scène, t'es vraiment investi. Là-dedans, puis t'as pas d'échappatoire, parce que la musique, c'est toujours une forme d'échappatoire. Ouais. La musique, elle te rappelle que t'écoutes un film, tu sais. Exactement. Puis là, on voulait le plus possible mettre le spectateur dans une position de malaise puis de témoin impuissant de ce qui se passe là, et même presque de complice, parce qu'au départ, on veut qu'il aille mal. Là, oui. Fait que, mais on veut aussi mettre dans une situation de malaise où, à un moment donné, le spectateur se dit « J'ai accepté ça, je ne sais plus trop ». Puis l'absence de musique aide à ça, justement. Puis est-ce que toi, quand tu as écrit « 7 jours du talion », t'avais-tu tes enfants déjà? Oui, une des raisons pourquoi je l'ai écrit, c'est ça. J'ai pensé à l'idée du roman quand j'ai eu ma fille, puis que je me suis dit « Qu'est-ce que je ferais un jour si on faisait mal à ma fille? » Je me dis, je pourrais être très, très méchant, mais en même temps, je me disais, est-ce que c'est une solution, la vengeance? C'est ça. C'est une bonne idée. Fait qu'avoir un enfant m'a fait réfléchir à ça, puis oui. D'ailleurs, le livre est dédié à mes enfants. Ah, parce que c'est ça, c'est une question que je réfléchissais. Est-ce qu'on en discute de ça? Tu sais, parce que moi, souvent, quand je regarde ma filmographie, les films que j'ai, beaucoup de films européens, italiens, très trash, puis aujourd'hui, j'ai un enfant, j'ai une fille de 8 ans, puis il y a bien des films, je suis plus capable d'écouter ça. Tu sais, les Dernière maison sur la gauche de Wes Craven, je peux écouter ça. Tu sais, c'est le genre de film-là, c'est comme, j'ai cherché l'extrême quand j'étais plus jeune, tout ça, pour aller les trucs les plus élevés possibles, mais aujourd'hui, non, parce que c'est trop proche de moi. Là. Ça pourrait arriver. Je pense qu'il y aurait sûrement des films comme ça aussi que je... Tu sais, c'est pas pareil écouter un film puis écrire, c'est pas pareil le créer ou le faire. Je veux dire, c'est sûr que j'avais lu Les 7 jours du talion, la scène où il découvre sa fille morte. Ça m'aurait sûrement bouleversé, mais pendant que je l'écrivais, j'étais tellement quand j'écris mes romans, je suis tellement dans la mécanique de faut que ça marche, faut que je crée l'émotion, mais faut que ça ait l'air purement émotif, mais pendant que je l'écris, il y a toute une mécanique puis une chorégraphie que je mets en place, mais il faut pas que ça paraisse. Faut que ça ait l'air naturel et émotif. Mais tu sais, je me fais pas pleurer, moi, quand j'écris des scènes, là. Je me fais pas... je suis trop... en train de décortiquer la façon comment tu vas le raconter. Ça, exactement. Ouais. Mais il faut pas que ça paraisse que je fais ça. Faut que ça ait l'air juste de l'émotion qui coule, tu sais. Puis en même temps, si tu n'avais pas été papa avant d'écrire ça, ben ça n'aurait pas sonné aussi vrai, tu sais. Tu n'aurais pas pu non, parce que, à la place. C'est ça. J'évoquais quand même des images qui, moi, m'ont habité par rapport à mes enfants quand ils découvrent sa fille et qu'ils pensent je ne pourrai plus jamais faire ça avec ma fille, elle ne fera plus jamais ça, elle ne fera plus jamais ça. Ben, c'est des choses qui, moi, m'habitaient avec mes enfants, oui, absolument. Ouais. Non, c'est puissant. Mais c'est ça quand ils disent écris sur ce que tu connais, tu sais. Puis ça résonne avec les gens. Puis, mais on parlait de Paul tantôt, puis je me suis demandé, est-ce que tu as des réalisateurs préférés, des gens que tu suis la carrière, puis que tu sais, quand ils ont un nouveau film, tu as vraiment hâte, là. Y en a-tu une couple, là? Moins qu'avant. À une époque, il y avait Woody Allen. C'est un peu plus thématique. Mais il y avait Woody Allen que j'attendais toujours ses films. Il y avait... comment il s'appelle? Justement, voyons, on en parlait tantôt. David Fincher? David Fincher. Mais Fincher, je trouve que c'est inégal. Fincher, je trouve que s'il n'y a pas une bonne histoire... Fincher, c'est un grand réalisateur. Mais il y a pas trop d'histoire. Moi, Gone Girl, là, j'ai pas cru à ça une seconde d'écart. J'ai pas embarqué là-dedans. Ouais, mais j'ai été gentil, moi. Je pense que je voulais aimer ça, puis j'y ai donné, mais je l'ai pas réécouté. Je l'ai vu une fois. Tu sais. Mais l'histoire, elle marche pas, là. Ça tient pas une seconde d'écart, là. Mais c'est des cours de cinéma quand même. Je veux dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais bon, c'est sûr que tu as des films comme Seven, qui est un grand film pour moi. Tu as aussi
Fight Club. Zodiac. Ouais, Zodiac. Un très bon film. Puis même des choses qui ne sont pas de l'horreur, comme son film sur Facebook, là. De Social Network, ben oui. C'est bon, ça. Puis en plus, on a la musique de Trent Reznor dans ces films-là. C'est ça, il prend ça. Fait que c'est quand même un bon réalisateur. Mais là, il y a les films, là, des films d'horreur des derniers. Là, j'oublie les noms parce que je vieillis, mais celui qui a fait. Comment il s'appelle? Donc, celui qui a fait The Lighthouse puis The Witch. Là. Robert Eggers. Voilà. Lui, j'attends ses films. Ouais. Il y a The Northman là, qui va sortir. Oui, je sais. Ça, j'attends ça. Là, parce que lui, les deux films qu'il a fait, j'ai fait « Wow, ça, c'est vraiment bon. » Ça, j'attends ça avec impatience. Mais c'est ça, moi, j'ai pas encore vu The Lighthouse, mais j'ai vu qu'il était sur une plateforme, là, je pense sur Amazon Prime. Alors, on va voir ça, c'est capoté. Ouais, je sais, il faut. Puis là, Northman, là, il vient d'être rated R, je pense, là, parce que c'est trop violent et trop cru. Fait que je pense qu'on va prendre notre pied. Christophe, je veux pas... Moi, à 8h, à peu près, 8h05, ça se peut durer combien de temps? 1 heure? Oui, c'est ça. J'essaie de rapper ça en 1 heure, même si c'est bon, parfait. On a du fun. Je ne pas troché, mais j'espère que c'était pas 1h30 de temps parce que j'ai quelque chose à 8h, 8h05. Il n'y a pas de problème, Patrick. Okay. D'accord? On va y aller. On va t'enlève ça dans le montage, là, je suis désolé. Non, il n'y en a pas de montage. Moi, je fais ça comme seamless, puis il n'y en a pas de problème. Il va avoir l'air de quoi? En tout cas, tant mieux, tu me rassures. J'espérais, genre, mon Dieu, j'espère que c'est pas moi qui est non, mais tu sais, la première entrevue que j'ai fait, le premier podcast de cette série-là, c'était avec Jean-François Rivard. On a parlé pendant genre 1h45. Puis après ça, je me suis rendu compte, c'est même trop long, ça. On ne peut pas avoir un podcast qui dure 2 heures, parce que je fais un intro aussi avec une chronique. Oui. Donc, puis Rivard, il y a de la... On a de la jasette, là, c'est facile. Il est super fin. Oui. Il m'avait parlé de toi, puis qu'il avait travaillé un petit peu sur la série. Mais, tu sais, on va rapper ça avec ton top 3. Je t'ai demandé de faire un top 3. C'est tough des top 3, de meilleurs films, d'horreur. Ça peut changer à chaque année, mais c'est sûr que c'est arbitraire un peu, mais mettons, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? D'habitude, c'est quand même bon signe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut frapper. Puis là, il y en a un qui va faire le saut, je te préviens. Dans les livres, il y a Pet Sematary. C'est sûrement le film qui m'a fait le... Là, c'est pas juste de l'horreur, hein, c'est n'importe quoi, là, c'est ça? Ben, tu sais, principalement horreur, mais ça peut être OK, je vais me réadapter un peu de bord. Pet Sematary, c'est sûrement le livre qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Il y a aussi, ça s'appelle L'Indésirable de Sarah Waters, qui est du fantastique, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais du fantastique très, très, très ambiance. C'est comme une maison hantée, mais on ne sait pas si c'est une maison hantée, mais c'est très lent. Moi, je n'aime pas les livres lents, mais là, c'est lent, c'est très psychologique. La maison est un personnage en soi et les dernières pages sont extraordinaires. Ça m'a coupé le souffle. C'est vraiment un très, très bon... un très bon livre fantastique. Il y a un livre québécois d'André A. Michaud. Tu l'as lu en version originale? Tu lis en anglais? Tu lis les traductions, puis tu as bien traduit? Oui, malheureusement, c'est ça. Et une auteure québécoise une autrice qui s'appelle André A. Michaud, qui fait d'habitude du policier, mais elle a fait une espèce de roman d'horreur à la David Lynch. Moi, je comprends ça à David Lynch, qui s'appelle Tempête. OK. C'est très weird, c'est très angoissant, c'est très malsain. Tu n'as pas tout compris, comme dans David Lynch. On aime ça. Mais ça laisse une marque assez indélébile. Puis ça, je suis jaloux d'André A. Michaud. Elle a une plume extraordinaire en plus. Fait que Tempête, ça, c'est pour les livres. Ça, c'est récent. Pour les films, il y a L'Exorciste, on a parlé tantôt. L'Exorciste, ça c'est clair. Je sais pas, l'horreur, c'est pas de l'horreur, mais c'est comme Clockwork Orange. C'est pas un film d'horreur, mais c'est... C'est brutal. C'est ça. C'est tellement... C'est de l'ultra-violence. C'est de l'ultra-violence. C'est de l'humour noir. Fait qu'il y a quelque chose de très malsain dans ce livre-là et de très drôle en même temps. Tu ris, mais tu sens pas de rire de ça. C'est tellement que c'est weird. Fait qu'il y a ça. Là, l'autre film, c'était pas du tout un film d'horreur, mais si on voit des films d'horreur, je te dirais qu'un des derniers films d'horreur qui fait on est dans d'autres choses, là. On s'en va ailleurs, là. C'est le fun. C'est The Witch. The Witch, justement, ça faisait longtemps. C'est pas que c'est un de mes meilleurs films d'horreur que j'ai vu dans ma vie. C'est juste que ça faisait longtemps que j'ai pas vu un film d'horreur que je fais. Il y a une proposition nouvelle ici, là. On veut créer une ambiance, là. On veut créer quelque chose d'inhabituel, là, dans le cinéma d'horreur américain, là. Fait que pour ça, je trouve que ça. Moi, est-ce qu'il y a eu un flag qui s'est levé quand j'ai fait ça? J'ai fait
OK, il faut surveiller ce gars-là, là, il nous amène ailleurs. Lui. Parce que visuellement, c'était complètement hallucinant, ce film-là de Witch. Il y a une métaphore là-dedans de la famille. C'est aussi une métaphore d'une adolescente qui devient un adulte puis qui s'affranchit de sa famille, qui découvre sa sexualité à travers les sorcières et devenir une sorcière elle-même. Il y a bien des niveaux métaphoriques dans cette histoire-là que j'aime bien. Puis l'espèce de rythme très lent, tu sais, c'est insidieux. Tu sais, on dirait du Batman. C'est toujours malsain, c'est toujours... Même quand il ne se passe rien, tu sens que c'est pas le fun ce qui se passe, là, grâce à la bande sonore qui est assez géniale. Fait que je dirais ce film-là. Mais ça, il faudrait que je le réécoute parce que en jasant avec les gars de Sur la route de l'horreur, eux, ils ont vraiment détesté. C'est pas leur genre de film pantoute. Puis on dirait que j'ai besoin d'avoir une deuxième écoute de Witch pour me faire une tête là-dessus. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Tu as sûrement déjà vu ça, Hereditary, puis Midsommar. Oui, ça en est un autre aussi que quand j'ai vu. Là aussi, il se passe quelque chose. J'ai moins aimé Midsommar. Ben, parce que je trouve que ça... Midsommar, le problème, c'est que... J'y crois pas qu'ils sont restés là, cette gang-là. Une fois qu'ils ont vu les deux vieux tombés en bas. Là, non, c'est ça, pas tant. Tu peux pas aller sur ton camp de là. J'ai fait, ils restent là. Et là, j'ai comme eu de la misère à croire au reste du film à cause de ça. Et pourtant, la scène, quand ils tombent les deux en bas, c'est une des scènes d'horreur les plus hallucinantes des dernières années. Là. Surprenant. Là. C'est hallucinant, cette scène-là. C'est vraiment terrible. Une belle claque. Mais en tout cas, c'était vraiment le fun. Puis on ira voir The Northman. On en reparlera après avoir vu ça. Puis merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Hey, merci à toi, Christophe. Désolé de t'avoir rushé un peu à la fin, mais... non. Il faut me recadrer, sinon moi j'aurais parlé pendant 2 heures. Tu sais. Moi aussi, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Puis on s'en reprend. All right. Yes. Salut.